Vous avez longtemps attendu, mais ça y est, la saison 2023 de Génie africain démarre enfin. Pour récompenser nos fidèles abonnés, nous avons mis en jeu la somme de 335 000 francs CFA, soit 500 €. Pour gagner, c'est simple, il suffit de suivre ces 3 étapes. 1. Être abonné de la chaîne YouTube de l'investisseur africain. 2. Laisser en commentaire le prénom du candidat que vous voyez gagner et partager la vidéo de l'épisode sur vos réseaux sociaux. 3. Invitez vos amis à venir liker votre commentaire directement sur le compte YouTube de l'investisseur africain. Le commentaire qui obtiendra le plus de likes remportera l'argent. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à la fin du dernier épisode de la saison. Bonne chance à tous. Là, si tu as un bot de like, tu vas gagner en direct. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. C'est des entrepreneurs, je pense. Il est un peu plus de 9 Ah, j'aime bien à ce genre de Abidjan. plan. Alors que les candidats jouent tranquillement aux cartes, un homme s'apprête à faire son entrée dans la villa de Génie africain. Cet homme n'est autre que Jean-Yves, le créateur du concours. Les candidats ne se doutent de rien. Comment vont-ils réagir face à cette visite surprise? Vous êtes en train de jouer aux cartes. Mais moi, je m'attendais à avoir des personnes qui travaillent sur leur projet. Ah, ça joue au billard et tout ça. Donc là, ça veut dire que quoi? Là, c'est bon? Non, c'est bien, c'est normal. T'as vu, c'est des jeunes. C'est comme ça aussi qu'ils prennent le contact, tu vois. Genre directement travailler. Non, non, non. Moi, je suis d'accord, il faut travailler, tu vois. Mais quand tu rencontres des gens, il faut d'abord faire ce qu'ils appellent team building, tu vois. Tu crées les liens avec l'équipe et tout. Vos projets sont prêts? Bon, pas besoin de financement alors. Ah bon, pourquoi? Ah, vous apprenez à vous connaître. C'est avec les cartes là, vous apprenez à vous connaître. Salut, je me nomme Marie-Esther Adjiri. Je réside en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai 22 ans. Dans la vie, je suis étudiante, mais aussi en quête d'emploi. Mon projet se nomme Auno. C'est une application de mise en relation de clients et de salons de coiffure, de prestataires, de professionnels de l'esthétique. On sait que vous allez parler de vos différents projets. C'est aussi l'entrepreneuriat de stratégie, non? C'est l'entrepreneuriat de Jeu de stratégie. Ah bon. Bonjour, moi c'est Aimé Joël, j'ai 27 ans, je suis ivoirien et je réside en Côte d'Ivoire. Mon projet c'est Ampis, qui est une application d'annonce immobilière qui a pour but de pouvoir simplifier la recherche immobilière des Ivoiriens. Je pense que je mérite de remporter ce concours parce que mon projet résout un grand problème dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire, tant pour les professionnels que pour les particuliers. Ok, comment vous allez? Ça va? En vrai, même si tu gagnes pas et que tu participes à ça, c'est vraiment un bon tremplin pour avoir de la visibilité en fait. Et ça, c'est génial. C'est un Vous bon êtes bien installé concept. jusque-là? Ils ont pris soin de vous? Le génie Bien dit, ça, je l'ai pas vu africain. la dernière fois. C'est quoi ton prénom? Erwan, rappelle-moi ton projet. Comment? Bâtiment préfabriqué, tu viens du Burkina. Ah ok, c'est bon. Moi, c'est Saoudou Raïmondé Sénéc Marie Erwan. J'ai 21 ans. Je suis burkinabé, résident à Ouagadougou. Je suis étudiant en 4e année de génie civil, option bâtiment, travaux Stylé. publics à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Je suis porteur du projet puissant, bâtiment ça. préfabriqué et autonome en énergie. Le bâtiment préfabriqué et autonome en Oh, énergie. ça, j'aime bien ça. Le bâtiment préfabriqué et autonome en J'essaie de faire ça dans mon studio là. Avoir des backdrops comme ça. Eh, c'est stylé qu'ils aient ça. Waouh, 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 c'est propre. En plus, il est plus propre que celui que j'ai acheté. Donc ça, ils pourront faire des vraies photos et tout. Je pense qu'ils ont loué cette maison pour ça. C'est une maison un peu de création. Eh, c'est mon projet, wesh. autonome en énergie. Allez follow sur Instagram, Kadara Agency. On a sorti la première vidéo de notre artiste, Amini. Et en vrai, on est vraiment content du résultat. On va s'améliorer au fur et à mesure. Le matériel s'améliore de jour en jour et les skills aussi, mais on va faire de grandes choses. Le bâtiment préfabriqué et autonome en énergie offre une solution au problème de logement qui persiste en Afrique. Hormis le problème de logement, il peut y avoir problème d'école, de centres de santé et bien d'autres. Les prochains jours, c'est de pouvoir trouver parmi vous là qui sera le génie africain et qui bénéficiera du financement, de l'accompagnement afin de créer de très grandes personnes demain. Il est stylé son habit. J'aime bien de fou. Ce que j'aime bien, c'est que c'est simple, tu vois. Genre, c'est une couleur unie avec un petit détail. Et ça, j'aime trop. École standard, c'est ça? Ok. Je vois un peu les visages. Lui, je t'ai pas vu la dernière fois. Ah ok. Rappelle-moi ton projet encore. Comment? Ivoire frais. C'est du poulet encore? Voilà, c'est moi, Sigaye Christ. Voilà, je suis ivoirien. Voilà, je suis pas âgé. Voilà, vous voyez, tout ça là, voilà, j'ai 18 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai un peu de mal à le croire. Je dirais même que j'ai des doutes. Toi, du doute. Mais j'ai 18 ans. Voilà, j'ai 18 ans. Et puis, je suis dans la vie, qu'est-ce que je fais? Bon. Eh, même il a un charisme pour 18 ans, il met des coups de pression.
Je suis son aîné de loin, mais ça se voit, il me met des coups de pression. Moi, j'ai 18 ans, mais il est prêt à me goumer, il est prêt à m'enchaîner, moi. Non, je dois lever ski. Un peu les Fort. activités au WC public. Fort. Plus souvent, je suis des marcheurs dans les vaches. On n'a pas de ce métier. Voilà. Il a dit quoi? Des marcheurs dans les vaches. On n'a pas de ce Il est métier. dans l'élevage, ok. Ah, tu es le seul qui fait du poulet qui a pu passer les mailles du filet, quoi. Pas que j'ai quelque chose contre le poulet, hein, mais tout le monde veut en faire, donc ça devient compliqué. Ok, donc qu'est-ce que tu as fait sur ton projet depuis? C'est depuis la dernière fois. Mon nom c'est Kadio et je réside en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai 33 ans actuellement. Pour ce concours, nous remarquons que l'investisseur africain a vraiment mis sur le paquet. Il a créé toutes les conditions pour qu'on puisse compétir sereinement. Et les candidats qui sont venus, il y a quand même, on va dire, des candidats qui sont quand même suffisamment préparés. Il y a d'autres qui le sont moins, bien évidemment. Et tout ça crée quand même, on va dire, une bonne ambiance. Et mon projet, c'est École Standard. Mon projet est une application qui permet de connecter tous les acteurs de l'école, surtout les parents d'élèves, afin de leur permettre un suivi quotidien des résultats de leurs enfants. Alors, C'est bien, c'est un bon concept. Ça existe, mais si ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, c'est un bon business. Le projet mérite de gagner le concours. Notre solution permet de résoudre le problème d'absentéisme des enfants parce qu'il permet aux parents d'élèves de suivre le cours. Mais je me demande, c'est qui va payer? Est-ce que c'est les parents qui vont payer ou c'est les écoles qui vont payer ou c'est les universités qui vont payer? Qui va payer pour ce service? C'est ça ma question. De l'aide d'enfants. Ainsi, s'il y a un souci, le parent peut facilement anticiper. Donc, je pense que mon projet mérite de remporter le concours. Et en plus de cela, nous avons un modèle économique très simple et facile à faire grandir. Et je pense qu'en combinant tout ça, mon projet mérite de remporter le concours. D'accord. Pour les écoles. Est-ce que là, il y a déjà des écoles avec qui tu travailles et tout ça? Ok, il y a une école au moins. Est-ce qu'elle paye? Ou bien c'est juste gratuitement? Elle paye et tout, elle est d'accord? Ok. Donc là, aujourd'hui, si je prends l'application mobile, je peux voir un peu ce que tu as fait pour cette école en question. Où ça? Mais tu as dit application mobile. Comment ça reste sur ton poste d'ordinateur? Non, c'est ici dans le cadre du travail. Sur ton poste, ok. C'est pas encore déployé. Mais au moins, on peut voir ce que se passe. Ou pourquoi? Ah ouais, à base de coups de pression. Il met des vrais coups de pression. En plus, le gars n'est pas jeune, hein. Ça, c'est bizarre pour moi, comme des... C'est bizarre comme... Comment on peut dire ça? J'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, mais c'est spécial pour moi. Un poste de travail, c'est quoi? C'est un poste bureau? Tu peux le déplacer même si c'est bureau. Maintenant, comment je vois ce que tu as fait depuis lors? Non, c'est bon, il est bien là. En plus, c'est comment? Qu'est-ce qui a évolué depuis? Bon, pour ça, j'ai eu pas mal de mises à jour sur depuis la dernière fois, on était à la version 1.0.5 et là, on est à la version 1. Il a sorti... Il a sorti un 1.0.5. Non, à base de mise à jour iOS, il est chaud, il est chaud. Et j'ai aussi réfléchi aussi à la structuration aussi des choses. Parce que lorsque j'ai fait mon pitch, je vous ai dit que mes clients allaient être des professionnels de bien sûr, hein, je veux pas qu'on m'attrape ma veste. Moi, je réagis à chaud, j'ai des choses qui me font rire, mais honnêtement, je suis le plus honnête. J'ai du respect pour tout un chacun, tous ceux qui participent. Tous les entrepreneurs, déjà, j'ai du respect parce que c'est des risques que tu prends, tu vois. La plupart d'entre nous, on peut choisir la sécurité et vivre une vie médiocre. Et quand je dis médiocre, c'est une vie moyenne, hein. Je ne crache pas à la gueule des employés non plus, mais c'est un risque que tu prends où tu peux te retrouver avec même moins qu'un chemin relativement accessible, tu vois. Donc, j'ai du respect pour tout un chacun, tous les entrepreneurs et en particulier tous ceux qui participent à cette télé-réalité. Donc, venez pas m'attraper ma veste. D'accord. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi ne pas aller directement à la source? Aller directement sur le fait eux-mêmes. Donc, tu as fait quoi concrètement depuis la dernière fois? Là, je pense que ce que j'ai fait sur l'application, pour le moment, c'est plus sur l'application qui travaille. Ce qu'elle fait sur l'application, selon les retours que j'ai eus, certains m'ont demandé de modifier certains composants, d'ajouter d'autres fonctionnalités, les marques intégrées et tout. Ça, j'ai fait. Maintenant, travailler directement avec les agences immobilières et autres, ça, je l'ai Tu n'as pas encore fait. Donc, tu as juste travaillé sur l'application pour l'instant. Ok. À chaque retour que j'ai, je modifie ça. C'est bien en vrai, parce que là, il y a grave de l'argent à faire. Le but là, c'est que ce soit du travail à fond, les gars. Alors, on n'est plus en train de s'amuser. Vous savez que le continent est tellement en retard que c'est bien de jouer les cartes, ça vous permet de vous connaître. Mais là, on est là pour bosser. Et je veux voir des personnes qui sont prêtes vraiment à bosser sur leur projet, à avancer, à vraiment tout donner, à tout casser. Même moi, je ne dors pas sur mes projets et j'attends des personnes avec qui je vais potentiellement travailler aussi, des personnes qui bossent à fond. Je ne vous dis pas de passer tout le temps à le faire, mais je pense que c'est d'abord ça que je veux voir. Le travail, le travail, le travail. Je suis là aujourd'hui à cause du travail. Je ne suis pas parti dans la franc-maçonnerie, même si j'avais l'opportunité, je n'ai pas fait des choses bizarres. J'ai toujours compté sur le travail et j'ai fait ma part. Et c'est la même chose que je vous demande. Donc parmi vous, il y aura le prochain génie africain.
Je vous rappelle que le génie africain, c'est un accompagnement d'une somme d'à peu près 20 millions de francs CFA, 30 000 euros, à investir dans son projet. Et aussi un accompagnement de ma Non, part. ça, On va c'est une travailler vraie ensemble, somme. on va structurer le projet de la personne qui va gagner et puis on permettra de trouver un génie qui va avoir une belle entreprise, qui va Chaud. être coté, qui va être valorisé et avoir plusieurs autres financements. J'ai dit 1 à 3 gagnants parce que tout dépend. Le projet qui va gagner, s'il y a un besoin de 20 millions, il va prendre tous les 20 millions. Si le projet qui gagne n'a pas tout de suite besoin de 20 millions, on prend un deuxième et ainsi un troisième. Et on donne à 3 personnes peut-être leur chance aussi de pouvoir avancer. Derrière moi, il y a plein de personnes qui m'envoient toujours des messages. Mais c'est quand ça reprend, on attend le génie africain parce que ces personnes cherchent à investir dans d'autres C'est projets. ça, Donc moi, c'est je vous ça. donne une lucarne pour que vous puissiez avoir de la pub gratuite. Je te jure, mais c'est exactement ça. Même ceux qui ne gagnent pas, s'ils montrent quelque chose, peut-être ils sont allés dans le top 2, top 3, top 4, voire top 5. Ben déjà, ça veut dire la lumière est sur eux. Ça veut dire qu'il y a des potentiels investisseurs qui sont du secteur qui vont dire « Oh, toi, on aime bien ton idée, tac, on investit, partnership. » Très bonne idée, hein. Pourtant, je pensais que ça allait avoir plus de succès. Not trying to diss, j'essaye pas de... En vrai, 15 000 déjà, c'est bien, hein, la vérité. 15 000 déjà, c'est... Mais je pensais que ça allait avoir plus de viewership. Mais en tout cas, vraie série, je valide. Gratuitement déjà pour vos projets. Il y a d'autres qui prennent pas mal d'argent pour ça, mais voyez ça comme un moyen, même si vous n'êtes pas sélectionné comme le génie africain, vous avez au moins la possibilité de faire connaître vos projets, de vous faire voir et peut-être d'appeler d'autres. Mais je vais pas mentir, je pense vraiment que ça peut prendre une ampleur de fou. Ce qu'il a fait, c'est incroyable, c'est une idée géniale, hein. Quand tu réfléchis, c'est une idée de fou, hein. Je te jure que au plus les années vont avancer, s'il continue sa série, elle va péter. Obligé qu'elle va péter. Déjà, elle est sur la bonne voie, visiblement, mais je le sens que ça va péter. D'autres investisseurs. Aujourd'hui, je mets aussi avec d'autres personnes un fonds d'investissement de plus de 2 milliards de francs CFA. Donc, vous voyez que 20 millions par rapport à ça, c'est cadeau. Donc, vos projets pourraient être financés soit par moi, soit par d'autres personnes, soit par le fonds d'investissement. Mais pour ça, on veut voir des personnes déterminées qui travaillent sur leur projet et qui le portent. L'objectif de vous ici maintenant dans la villa, au-delà de vos projets, c'est de voir des personnalités. Parce que vous le comprenez bien, c'est l'entrepreneur qui fait le projet. Les idées que vous avez, d'autres personnes les ont eues d'abord. Moi-même, j'ai eu quelques idées que vous avez. C'est juste que comme je ne suis pas 100, je ne peux pas tout faire. Donc, il faut aller au-delà de l'idée et on veut voir des personnes motivées, résilientes, qui sont prêtes à tout donner pour leur projet. Est-ce que je peux compter sur vous pour ça? Est-ce que vous êtes prêts? Oh, c'est intéressant. C'est intéressant et moi, c'est une question que je me pose en tant qu'entrepreneur. Allez, on peut dire que déjà ma chaîne, c'est un petit business. C'est une idée. Même chose pour mon studio. J'ai un studio et je crée une agence en lien avec ce studio. Ça s'appelle Kadara Agency. Kadara Agency. Et je me dis, en fait, moi, à côté de ça, j'ai un job. À côté de ça, j'ai des études. Et je me demande vraiment, est-ce que c'est une bonne chose de faire un projet quand tu ne te focalises pas 100% là-dessus, tu vois? Peut-être que ça t'enlève de l'efficacité dans un peu tous les domaines d'être trop dispersé. Donc ça, je vais devoir y réfléchir. T'es prêt, Ivoirix? Est-ce que tu as bossé sur ton projet encore après? Ah bon? Mais tu mets les chaînes des rappeurs. Est-ce que tu as eu le temps de bosser après? Non, mets dehors, il faut qu'on voit. Salut, moi c'est Toritia Kevin. Je suis ivoirien, né en Côte d'Ivoire et je réside en Italie, précisément à Venise, et j'ai 23 ans. Mon projet déjà s'appelle Ivoirix et c'est une plateforme de réservation de hôtels, activités, résidences, véhicules et événements. Ah, le gars, il est venu Stylé. en hip-hop yo-yo-yo. Ah bon, oui, tu penses que quand tu as dit maman, ça va passer quoi? Ah, non, ah, ok, donc c'est bien. Et de ton côté, toi? Très bien. Tu retournes quand au Rwanda? En janvier? Donc tu es là encore. Je suis Yoye Fugi David, je suis étudiant ivoirien résident au Rwanda. Voilà, je suis au Rwanda, je suis d'origine ivoirienne. Moi j'aime bien voir ça. Moi j'aime bien voir ça, le fait qu'il y ait allez, voyage inter-Afrique, tu vois. Les Africains qui découvrent l'Afrique au lieu de toujours vouloir aller bouger en Europe, bouger, je sais pas, en Turquie, vouloir bouger je ne sais où, tu vois. Mais ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien, ça fait plaisir. Lorsque je suis arrivé dans la En plus, c'est même pas comme si c'était Afrique de l'Ouest, c'est Afrique de l'Ouest vers Afrique centrale, Afrique de l'Est, tu vois. Je me suis senti, dans un début, je me suis senti un peu petit par rapport aux autres parce que je suis le plus petit en âge, mais ça ne veut pas dire que je suis un petit. Je suis le plus jeune, j'ai 18 ans. C'est que tu as du doute. Je suis le plus petit, il y avait un crise. Mon projet se situe dans le secteur agricole. Le nom du projet c'est JSI, ça veut dire J Soil Culture, qui veut dire agriculture hors sol. Pourquoi l'agriculture hors sol? Parce que nous assistons tellement à de pénurie de légumes sur le marché, raison pour laquelle j'ai essayé de résoudre ce problème-là en introduisant l'agriculture hors sol parce que c'est la production multiple de plusieurs légumes à la fois et il n'y a pas de saison, c'est à chaque moment il y a la routine. C'est voilà, bien je pense ça. que mon projet peut gagner le génie africain parce que mon projet répond à une problématique très importante en Côte d'Ivoire. Moi je mise sur lui, j'aime bien son calme,
J'aime bien le fait qu'il soit aussi jeune et qu'il soit aussi entrepreneur. Ouais, mamé. En plus, il est au Rwanda. J'ai une certaine affection pour le Rwanda. En lien avec ma famille. Donc c'est très important de prendre soin de son alimentation et de manger bio. Merci beaucoup. Mais tu es ici, le projet, ça va être au Rwanda, non? Tu as quel temps pour voter dessus? Le projet sera ici. Et quand tu pars en janvier, comment ça se passe ici? Comme je l'ai dit, avant, je peux très bien suivre le cours de Tonashi. D'accord. Ah, donc tu vas rester plus longtemps, quoi. Et toi, ton projet? Dis. Un peu, mais ça devait avancer beaucoup. Pourquoi ça traîne comme ça? Ou bien c'est quoi? C'est le casque et tout ça qui. Non, tu peux garder, tu peux garder. Ah, c'est un cadeau de ton papa cette fois. De ta tante. Vous savez quoi avec les femmes de vos familles? Vous savez quoi avec les femmes de vos familles? Ok, donc. Mon projet est intitulé Ivoire frais. Qu'est-ce que Ivoire frais? Ivoire frais, c'est tout ce qui est comme viande. Viande de brousse, et lapin, poulet, caille. Je vais pas vous mentir, hein, ce type-là, je pense qu'il va réussir. Je sais pas si c'est avec le génie africain, mais tu vois, c'est le genre de personnalité qui va pas lâcher, qui va faire en sorte que ça marche. Que tu veuilles ou pas, lui, il va réussir. Tu vois ce que je veux dire? Je connais une personne comme ça au Togo. Peut-être qu'il se reconnaîtra si un jour il voit ça. Mais tu vois cette attitude hargneuse en mode. Moi, tu vas pas me donner. Mais tu crois quoi? Ça va rien changer. Moi, je vais y arriver de toute façon. Non, je respecte ça. Je respecte ça. Parfois, moi, je suis trop gentil. Donc, si je suis en contact avec des gens comme ça, je sais pas, je me sens trop petit, tu vois. Moi, je suis pas dans cette mentale. J'aime pas forcer comme ça, tu vois. Mais je respecte sérieux. Pigeon. Et puis, on peut mettre aussi Magua, puisque la viande des Magua, ça guérit. Voilà, où est quitté Ivoire frère? Ivoire. Maintenant, le frère, c'est quoi mon papa m'a envoyé au truc comme ça, la chocolate. Voilà, je rentre. Bon, c'était ma première fois de rentrer dans la chocolat. Je rentre, c'est glacé. Puis j'ai un petit blanc qui est rentré. Et bon, comment ici, il fait frais? Voilà comment. Il dit, j'ai combiné en même temps. J'ai combiné. J'aime bien l'intensité de l'explication. Voilà pourquoi j'ai dit Ivoire frais. En tant que jeune, j'ai juste assez vite commencé que ça a pris, je dois avoir de l'argent, c'est que je vais suivre dans ce concours-là. Mais je suis venu là, c'est pour prendre les 20 millions. C'est pour prendre les 20 millions parce que j'ai confiance en mon projet. Je m'envoie ça à Belleville. Voilà, j'ai vu les jeunes. Bon, c'est vrai, ils sont âgés que moi. Ils sont âgés que moi. D'autres ont 21 ans, ils ont 20 ans, 19 ans, c'est mes grands frères. Mais je sais sur quoi je compte. Ça se passe ici. Ça se passe ici. Tout ce qui est viande fraîche. Viande fraîche. Voilà, un marché spécialement pour tout ce qui est frais. C'est-à-dire chat frais. Chat? Tu proposes du chat? Les gens mangent du chat? Ah bon? Tu as fait les animaux. Chat et puis quoi? C'est pas. Tout ce qu'on peut consommer. Tout ce qu'on peut consommer. Donc l'homme aussi? Non, pas l'homme. Ah, pourquoi pas l'homme? Ok. Chien? Chien, parce que la probabilité n'est pas ça. Non, c'est que moi, chien, c'est pas élevé. C'est pas élevé, d'accord. Donc, attends. Je vous jure. Ouais, je savais pas que ça mangeait du chat. Le chien, on m'a dit. Je vais pas vous mentir, on m'a dit qu'il y a des gens qui mangeaient du chien. Mais le chat, j'avais jamais entendu. Hein. Mais même le chat, ils ont pas trop de viande. Pourquoi tu veux manger du chat? Attendez. Donc toi, ton projet, c'est de proposer la viande fraîche de tous ces animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais où est-ce que tu les prends, les chats, par exemple? Comment tu t'approvisionnes? Je suis en contact avec les actions. T'as vu? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est un gars, il se laisse pas faire. Il est là, il vient, il prend son terrain, il met ses bases. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Tu vas rester bien dans ton coin. C'est moi qui parle. Ouais, ils ont des pièges, tout ça là. C'est-à-dire, je prends un exemple. On dit coq-ivoire. Coq-ivoire, et spirituellement, c'est du poulet qu'on fait. Voilà, mais moi, je veux ivoire frais. Poisson, chat, serpent, et puis pangolin. Okay. Voilà. Tous les animaux. Ah ouais, pangolin. Il veut nous ramener le Covid-23, le Covid-24. Ah, c'était le pangolin qui nous avait mis dans cette soupe. Enfin bon, c'est la version de la Chine, donc on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas c'est quoi l'histoire derrière ça, mais un bon steak de pangolin, ma gueule. Allez. Les animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Est-ce que vous mangez du chat ici? Tu manges du chat? Tu aimes ça? Ah bon? Et alors, comment c'était? Donc du coup, lui, quand son projet va marcher, là, tu vas venir. En fait, la personne sont très rares. C'est ça. Il y a un mystère tout derrière. Tout autour, ouais. Je suis Ano Adjé Boris Béranger, jeune ivoirien, venant de Beaunois, 35 ans. Mon projet, c'est la commande de véhicules de marchandises en créant une plateforme. Par exemple, la viande de serpent, la viande de chat, il y a des gens qui veulent juste visiter pour en parler. Mais ça ne fait pas des clients récurrents, du coup. Comment tu vas gagner de l'argent avec ça? Je serais, comment dire, le seul en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avoir tout type d'animaux. Voilà. C'est-à-dire, quand tu viens chez moi, je te propose d'avoir du poisson, je te propose de tout ça. Ok, on va voir ce que ça donne alors. Donc, où sont les chats? Tu as des échantillons de ce que tu proposes? Non, pas.
Il fallait te promener avec un chat pour qu'on voit au moins comment c'est, ou bien si tu avais envoyé un chat à goûter, je sais pas. Comme ça, on aurait Non, pu- non, non, ça, je suis sûr que dans sa tête, c'est une technique de déstabilisation. Il est venu dans sa tête, c'est on va voir s'ils sont forts mentalement. On va voir si tu peux leur mettre de la pression et qu'ils restent droits, ils plient pas, ils ont du répondant ou pas, tu vois. Ça se voit qu'il était là en mode on va voir s'ils sont durs mentalement. Bon, la prochaine fois, tu vas envoyer une viande pour que je vois. Donc, ton projet, c'est de proposer ça. Ok. C'est cool. Tu mangerais du chat? C'est chaud. T'as déjà mangé? Un ami d'un ami qui a mangé quoi? Ah bon, ok. Donc, ok. Bon, comment ça va se passer? Il y aura plusieurs challenges tous les jours. Donc, dans ces challenges, on ne va pas forcément vous les dévoiler maintenant. Donc, il y aura des challenges et il y a des choses spéciales qu'on voudrait voir, que je voudrais voir pendant ces challenges. Donc, si je vous l'ai dit, c'est plus intéressant. Donc, on va voir ça. Et puis, du coup, ceux qui sortiront du lot, forcément, seront ceux qui gagneront un peu de points. Après cette journée riche en émotions, les candidats vont enfin pouvoir rejoindre leur chambre et se relaxer un peu. Mais alors qu'ils récupèrent leur bagage et commencent la visite des chambres, coup de théâtre, il n'y a pas suffisamment de chambres. Mais le sac là, ça appartient à qui? Pardon? Il y a un sac ici, une valise ici. Champion, non, on va voir d'abord. Non, mais est-ce que la fille, il y a un problème. Il y a un piège, je ne pas attendre. Il y a un problème. Elle a choisi sa chambre. Oh non, ça veut dire ils vont éliminer quelqu'un comme ça. Ils vont déjà éliminer quelqu'un comme ça juste parce qu'il n'y a pas assez de chambres. Ouais, peut-être c'était planifié. C'était pour voir qui avait la tête la plus dure, qui allait se laisser faire, tu vois. C'est un test de la vraie vie. T'as vu, je t'ai dit, lui, il va mettre une pression. Lui, c'est le plus petit. Du coup, lui, on est un peu rester la seule. Non, je donne des réactions. Lui, il peut rester la seule. On est ensemble, lui, c'est un enfant. Donc, du coup, on reste les 6 là. Toi. Ok, moi j'ai une proposition. Non, après, qu'est-ce que vous en pensez, c'est gratuit? Bon, moi je suis obligé de proposer. La sauté, il y a 2 personnes qui arrivent. Oui, j'avais fait une proposition et j'ai regardé les chambres. La plus petite selon moi, c'est celle. On va proposer la fille avec la part. Et nous, on va se partager. En prenant en compte les deux qui arrivent, on va essayer de se partager. Même matin, on peut se toucher, elle est là, oui. Moi, je ne trouve pas, j'ai pas de problème à ça. Donc, on va demander à notre soeur d'aller dans la plus petite. Ça va être un challenge aussi pour la fille là. Enfin, pour la femme. C'est chaud hein, d'être la seule femme dans une assemblée où il n'y a que des hommes et tout. C'est un challenge. Ah non, ça c'est pas Dominique. Champion. On est venu en camp. On est ici là. Champion, c'est pas Dominique. On est ici là. C'est pas venu. On dort comme ça. De toute façon, attendez. Tu n'as jamais donné la parole. Moi, je n'ai jamais donné la parole. Voici place. Écoutez. En fonction de la forme du lit, je pense qu'on peut voir les personnes qui ne sont pas trop comment se mettre ensemble. Non, c'est possible. Vous faites pas. Les gars, la chambre est là. On est obligé tous de dormir sur le lit. C'est qu'elle unité dans vos chambres. C'est tout. C'est comment on va faire? Va dormir. On est ensemble. Oui. Gal et Franck arrivent de France. Ils sont loin de se douter de ce qui se passe actuellement à l'étage. Ah Ils s'installent et ouais. tentent de se relaxer un peu. Hello, je m'appelle Félicien Loubmo Assounou. Je suis d'origine camerounaise. Je réside au Sénégal. On a été très bien accueillis par l'équipe Génie Africain. Ils sont venus nous chercher à l'aéroport, moi et Franck. Le transport était assez confortable, le trajet. Lorsque nous sommes arrivés à la villa, on était agréablement surpris par le dispositif et l'organisation. On ne s'attendait pas à voir tout ça. Alors mon projet c'est Touch, une plateforme qui met en relation les... Lui, tu sens l'humilité. C'est pas qu'il est faible, mais tu sens qu'il est humble. Il est respectueux. Il a une bonne relation en termes de... C'est une différente stratégie, tu vois. Mais il n'est pas dans la confrontation frontale, tu vois. Moi, je me reconnais plus dans ce type de profil, tu vois. Les entreprises qui veulent booster leurs ventes avec les consommateurs qui veulent gagner de l'argent en recommandant les produits qu'ils aiment dans leur statut WhatsApp. Pourquoi devrions-nous être les gagnants de ce concours? Pourquoi est-ce que je devrais être le génie africain? Tout simplement parce que je suis, avec mon équipe, en train de révolutionner le secteur de la publicité. Nous sommes en train de permettre aux entreprises d'avoir accès à une technologie qui leur permet d'avoir de bien meilleurs résultats que Facebook Ads, qui leur permet également de pouvoir effectuer un paiement pour faire de la publicité en un clic par leur mobile money à travers Wave, à travers Orange Money. Et également, cool, ça. on permet aussi aux utilisateurs de WhatsApp de pouvoir gagner de l'argent en partageant simplement des publicités dans leur statut WhatsApp.
Et notre ambition, en fait, c'est d'instaurer l'ère du digital marketing décentralisé et de permettre aux mobinautes africains de pouvoir gagner 2 milliards de dollars chaque année. Et notre vision, c'est de créer des changements extraordinaires et d'inspirer chaque individu à faire de même. Merci beaucoup. Mon accueil à Abidjan s'est très bien passé. J'ai été accueilli par l'équipe du Génie africain et je profite également de l'occasion pour les remercier. Son micro, il marche du pas, projet quoi. FacilityPay. Alors, qu'est-ce que c'est FacilityPay? FacilityPay, c'est une solution qui permettrait de résoudre les problèmes de monnaie, y compris les problèmes de bancarisation que nous avons en Afrique. Et donc, en fait, Orange Money résout la moitié du problème aujourd'hui. Et nous, avec notre solution, nous allons résoudre ce problème de bancarisation, y compris ce problème de monnaie qui perdure depuis des années en Afrique. Donc voilà. Mais pour être honnête, il y a tellement. J'ai vu beaucoup de business en lien avec le paiement en ligne en Afrique. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont tous ces projets, parce que j'ai l'impression d'en voir passer des dizaines et des dizaines. Et je ne sais pas quels sont les projets qui sont utilisés par la population. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire ceux qui ont le plus de popularité. J'imagine que déjà de pays en pays, ils sont différents. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas, tu vois, mais je sais pas, ça serait bien qu'il y ait une solution un peu globale. J'imagine que là, tous ces petits projets se battent pour avoir la plus grosse part de marché, quoi. Félicien à gauche et Franck à droite sont donc les derniers arrivants et complètent le top 10 des finalistes de Génie africain. Le Génie africain, stylé. On l'a attendu, hein. Regardez ta mandie. Non, on l'a attendu. Non, c'est l'anglais. On voulait vous voir en arrivant. On voulait vous voir en arrivant. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, désolé, je te rejoins, là. Donc eux aussi n'ont pas de place. Il n'y a pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Mais le peut-être, c'est pour vous, hein. C'est pas pour moi, en tout cas. Alors, on va parler de toi, on va parler des autres. Personne vient ici pour toi. Je rigole. Je vais prendre une bonne douche. Je vais faire ça. On a bonne nuit. Je pense qu'on va aller dans la lumière. C'est tout pour ce premier épisode. T'as Qui vu le sera petit geste Génie là? Le petit geste, il veut dire beaucoup. Le petit geste, il veut dire beaucoup. T'as vu, les gens, ils veulent dormir. Le gars, il est toujours en train de se préparer, prendre sa douche, mais par respect, il éteint la lumière. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi, bon, je suis pas le meilleur. Je suis pas le meilleur en termes d'analyse de personnalité, mais ça veut dire que le gars est humble. Mon frérot Abdul, gros, je vais pas te mentir, je me suis fait bannir parce que j'utilisais le contenu de cette chaîne. Je sais pas si c'était à cause de la musique qu'ils utilisaient et tout, mais je me suis fait ban. Ils ont supprimé mon chat, gros. Ils ont supprimé mon live. Gros, je te jure, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, hein. Ils ont supprimé mon live, gros. Ils ont supprimé mon live. Je te jure, ça m'a fait mal. Mais voilà. Je vais terminer en 2 spies. Génie africain. Béranger, Christ, David, Esther, Kevin, Erwan, Joël, Kadio, Félicien ou Franck. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le savoir. Je peux dire que c'est grâce à moi. C'est si moi, tu pas là, on n'avait rien. On vous donne rendez-vous à la villa pour l'annonce des résultats. C'est stylé. Mais ça, j'ai kiffé. Tu connais cette série ou pas? Génie africain. Est-ce que tu connais? On vient de regarder un épisode là. Purée, c'est dommage que tu l'aies pas vu avec nous. Il passe vraiment bien l'épisode. J'avais envie de regarder ça parce que ça, on en avait parlé. Les Africains disent que Dieu est parti, en laissant le soin à l'homme de poursuivre l'œuvre d'organisation de la société, conformément aux lois de l'univers. Mbog Basong, La pensée africaine, page 145. Mahat est le mode de pensée. C'est dommage, hein, j'aime pas ce genre de voix. J'aime pas ce genre de voix. Mais je te jure, regarde, essaye de regarder l'épisode 1. Essaye de regarder l'épisode 1 de Génie africain. Ou alors, si tu veux, tu regardes le début du live, j'ai déjà réagi. Et puis après, tu reviens, on regarde peut-être l'épisode 2 ou quoi. Mais c'est qui ça, Thaïs Descuffon? Je ne connais pas Thaïs Descuffon. Ouh là là, ça sent mauvais s'il va à TPMP et tout. Mais gros, c'est bizarre, ça c'est qui celle-là?
Qui est cette personne? Pourquoi? What the hell? Elle a dit pourquoi je ne serai jamais. What the hell? What the hell? En fait, c'est juste une raciste, en fait. C'est laquelle? C'est laquelle? C'est laquelle? C'est pourquoi je ne serai jamais désolé ou c'est... Mais je préfère voir un gars qui la recadre, en fait. On y va directement. Première vidéo, les amis. Première vidéo, je vous la montre avant de, avant de passer aux choses sérieuses. Première vidéo, les 7 mensonges sur la colonisation et comment y répondre. Ok, c'est parti. Récemment, J'ai bien la mangé aujourd'hui. Visite en Algérie. Comme d'habitude, rien n'a été réglé. Mais le président s'est engagé à fonder une commission conjointe d'historiens pour travailler sur la période coloniale et sur la guerre d'Algérie. Évidemment, la repentance est au programme. Alors, j'ai décidé de vous exposer 7 mensonges sur la colonisation française de l'Afrique et comment y répondre. Numéro 1, la pauvreté des anciens colonisés serait due à la France. En réalité, cette excuse ne tient pas du tout la route. Ces pays sont pauvres, car mal gérés, et c'est tout. Par exemple, l'Algérie s'est entièrement reposée sur sa rente pétrolière pour s'enrichir, sans investir dans d'autres domaines, et a donné les rênes du pouvoir à une classe politique corrompue et incapable venant du FLN. Pas vraiment la cause de la France. Pour vous donner un autre... Attendez là, Tebboune est corrompu? Les gars, dites-moi. Pour vous qui vivez en Algérie, moi j'écoute, il paraît que Tebboune c'est un bon président. Est-ce que Tebboune est corrompu? Je ne sais pas s'il fait partie du FLN. Je ne vais pas me prononcer, mais est-ce que Tebboune est corrompu, les amis? C'est le point numéro 1. Et pour son point numéro 1, pour revenir sur le sujet, je pense qu'elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Pas complètement, du moins. Ok? C'est plus une question de gestion qu'une question. Bah, de toute façon, visiblement, le gouvernement algérien, là, il fout un peu la merde. Je vois qu'ils attaquent. C'est le Burkina, je pense. Ou le Mali. Non, c'est le Mali. Ils essaient de prendre le Mali. Là. Il y a des conflits au Mali. Ou d'ex-colonisation. Elle a raison. Elle a raison pour le coup. Et voilà, c'est tout ce que je vais dire pour l'instant. Elle a raison. Point numéro 1, validé. Elle a raison. Autre exemple, la Corée a été une colonie pendant 40 ans, soit de 1905 à 1945. La colonisation a été dure pour les Coréens. Pourtant, aujourd'hui, la Corée du Sud est la 10e puissance économique. Elle abuse. Elle abuse parce que c'est une exception de l'histoire, la Corée. La Corée, ils ont fait la croissance la plus forte de l'histoire de ces dernières années, donc c'est une exception, gros. Mondiale. La Corée du Nord, qui a fait le choix du communisme, est un pays du tiers-monde qui a connu la famine. C'est la politique menée et pas le passé colonial qui explique la richesse d'une nation. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être prévenu. Moi aussi, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Très important les amis. Très important. C'est très bien de s'abonner. Des prochaines vidéos, merci à vous. Numéro 2, la colonisation aurait été un phénomène porté par la droite. En réalité, l'aventure coloniale a été portée politiquement par la gauche républicaine et par la droite des affaires. La gauche pour exporter le progressisme et l'idéologie des Lumières, et la droite pour gagner de l'argent en ayant accès à de nouveaux marchés. À gauche comme à droite, on trouve des soutiens de la colonisation, comme on y trouve des opposants. La gauche socialiste, par son opposition à l'impérialisme et à la droite nationaliste, par sa volonté de miser sur la vraie France plutôt que sur la grande France, ont été des adversaires sévères de la colonisation. Voici ce que disait Jules Ferry à propos de la colonisation en 1885. Il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont un excédent de capitaux ou bien un excédent de produits. Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux. Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Et voilà. Très compliqué le langage là. Bah, Jules Ferry, c'est l'époque. À l'époque, on parlait comme ça, les amis. Donc, faut pas se frustrer. Aujourd'hui, on peut plus parler comme ça. Elle, comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on appelle ça comment? Elle lit ce qui est écrit, donc du coup, voilà. Il n'y a vraiment pas de question à ce niveau-là. C'est écrit comme ça, mais ouais. De toute façon, pour ceux qui suivent des grands penseurs, des grands chercheurs comme Xavier Moreau, vous allez être d'accord que la gauche, c'est elle qui a été un avant-poste pour la promotion de la colonisation. Donc voilà. C'est un état de fait, les Africains doivent être conscients de tout ça.
comprendre les réalités actuelles, comprendre que leur passé, bien évidemment, il est douloureux. Il leur a, entre guillemets, il les a empêchés d'évoluer, de se développer. Par contre, ce n'est pas une raison pour aujourd'hui continuer de remuer le couteau dans la plaie et de se lamenter, de se victimiser. Ok, aujourd'hui, bien évidemment, notre destin est entre nos mains. Point numéro 2, je ne sais pas quoi dire. Hein. Ça regarde la France, c'est pas nous, gauche, droite, guerre entre la gauche et la droite, le centre, c'est pas nos affaires. C'est un peu nos affaires quand même, mais dans le contexte ici, c'est pas trop nos affaires. Déroulède, poète et militant nationaliste, en 1884, quand il comparait la colonisation à la perte de l'Alsace-Lorraine. Avant de planter le drapeau français là où il n'est jamais allé, il fallait... Bro, that's hella long, bro. That's too long. Oh. Eh, vas-y, frérot, je vais regarder, mais essaye de pas me dire de changer toutes les 2 minutes. Hein. Parce qu'après, après, ça veut dire que je peux pas diviser mon contenu pour faire 2 trucs. Ah, tu t'étais désabonné. « 3 minutes, ça va. La colonisation a ruiné la France. Je sais ce que vous vous dites. Il s'appelle Damien Rieu. On va regarder ça. La colonisation a ruiné la France. Je sais ce que vous vous dites. Il s'appelle Damien Rieu, il a cofondé Génération Identitaire. Vous comprendrez dans 3 minutes pourquoi je le précise, mais c'est pas le sujet. Bon, je vais crever un abcès. Ça se voit, c'est un truc Les d'extrême droite, Jacques ça. Marseille sont d'accord pour dire que la colonisation n'a pas été la source d'enrichissement qu'on pourrait penser. Le souci de cette vidéo, c'est qu'elle pousse tous les potards à fond et d'un seul côté. La colonisation aurait causé un retard économique énorme pour notre pays et même ruiné la France. On n'est pas sur de la grosse news. Ouais. Et il peut se le permettre parce qu'il utilise une technique rhétorique redoutable, le tri d'informations. Et je vous le prouve. Il choisit que ce qui l'intéresse. Premièrement, l'apport économique de l'empire colonial était dérisoire. En 1913, 0,1% du coton, 3,2% de la laine et 0,2% de la soie importée en France viennent des colonies. La liste s'arrête là. Alors, tous les chiffres sont bons, mais j'imagine que vous voyez le problème. Il choisit des ressources qui nous font... Ça, c'est malin. C'est vraiment malin. Hein. C'est vraiment malin, frère, parce que tu peux tout tourner à ton avantage quand tu omets des informations. Combaillé et qui effectivement ne pesait pas grand-chose. Or, toujours en 1913, l'Empire fournissait aussi à la France 55% de ses importations en phosphate, 85% de celles de riz et même 100% de celles de sucre brut. Alors, non, chaud. l'économie française ne dépendait pas des ressources coloniales, mais forcément, si on met de côté les chiffres que je viens de vous donner, on se dit que les colonies n'apportaient pas grand-chose. Or, l'Empire est monté jusqu'à 25% des approvisionnements de la France, tout compris. C'est pas 3-4%. L'Empire ne fournissait rien de rare à la France. Les ressources, oui, alors ça on a compris, c'est important. Mais le commerce, ce sont des importations et des exportations, dont il ne parle jamais. Or, en 1885, Jules Ferry dit aux députés, ce qui justifie la politique d'expansion coloniale, c'est le besoin de débouchés. Ouais, d'abord ça. Et de ce point de vue-là, l'Empire a longtemps été un atout économique considérable. Jacques Marseille le confirme en 29. Ah, genre, c'était des partenaires commerciaux, genre. C'est là où ils vendaient toutes les marchandises françaises, un bail comme ça. Oh, ok. L'Empire était le premier client de la France. Troisièmement, la France a dépensé des fortunes pour développer des infrastructures coloniales. Oui, c'est vrai, la France a dépensé des milliards, mais le souci c'est qu'il présente ça comme un danger. Et visiblement, c'est toujours le cas parce que quand tu vas dans des pays d'Afrique francophone, tu vois que les marques de voitures, par exemple, qui ont pas mal de succès, bon, je suis d'accord que maintenant les voitures asiatiques ont un gros succès, Toyota, tout ça, ça marche bien, mais il y a aussi beaucoup de voitures françaises, tu vois, des Renault, des Citroën, tu vois, des voitures comme ça, tu te dis, c'est pas un pur hasard, tu vois. Généreux fait aux populations colonisées. Les routes, les hôpitaux, Peugeot les aussi. écoles et les dispensaires ont été financés par le contribuable français. Alors là, ça coince. D'abord, il faut rappeler que les populations locales ont contribué à financer les infrastructures. Elles étaient imposées, elles étaient taxées. Il y a aussi eu le travail forcé. Les 500 km de voies ferrées au Congo français dans les années 20, 10 000 morts fourchette basse, c'est pas représentatif.
mais c'est pas à oublier. Deuxième point, tout ça profitait d'abord aux Européens. En 1943, 83% des enfants pieds noirs étaient scolarisés contre seulement 10% des petits Français musulmans d'Algérie. Et seulement 1 sur 5 allaient dans une école française, c'est-à-dire 2% du total. L'effort massif de scolarisation n'est intervenu que 115 ans après le début de la conquête de l'Algérie. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'Algérie. En 1959, l'Algérie constituait 20% du budget total de l'État français. Alors là, bravo, quelle audace. Laisser croire que la France a un jour utilisé 20% de son budget pour moderniser l'Algérie, alors qu'en 59, tout le monde sait très bien ce qui se passe, et donc à quoi sert cet argent? C'est du très grand art. Oui, la France a énormément Mais c'est passé quoi en 59? mais pourquoi ne pas aller chercher un chiffre plus cohérent? Petite parenthèse, à l'époque de la Troisième République, c'est la droite nationale qui porte principalement le discours anticolonialiste. C'était pour ça la précision au début. Là encore, demi-vérité, oui, l'extrême droite française condamnait bien la colonisation avant 1914, mais la Grande Guerre a changé 2-3 trucs. Les nationalistes français de l'époque militent pour la fin de la colonisation et pour que l'État se concentre sur la vraie France plutôt que sur la grande France. D'accord, j'ai du mal à comprendre ce texte écrit par le fondateur des Jeunesses Patriotes en 24, donc sous la Troisième République. Petite parenthèse, c'était pas le seul. Attends, il dit quoi? Entouré de nations qui fièrement et légitimement proclament leur désir de surpasser les autres et se qualifient d'empire, nous disons nettement que nous voulons pacifiquement l'hégémonie. Donc ils veulent que la France domine un peu le monde, quoi. Et que nous voulons notre pays si grand que pour lui. Et toutes ces terres, le titre d'empire français ne soit pas une hérédité trop lourde à porter. Ok, donc en gros, ils veulent régner sur le monde, quoi. Des Jeunesses Patriotes en 24, donc sous la Troisième République. Petite parenthèse, c'était pas le seul. Cette vidéo dure 7 minutes 16, ce qui laisse largement le temps d'être nuancé, ce qui m'empêche de tout décortiquer. Il y a d'ailleurs des passages qui posent pas de soucis. Encore une fois, dire que la colonisation in fine n'a pas enrichi l'économie française, oui, mais pas en caricature. Et comme dirait l'autre, ne vous laissez pas intoxiquer. Ne vous laissez pas intoxiquer. Damn, bro. Il dit la vérité. Qui dit la vérité? Ouais, ça, je trouve que ça manque en vrai. Non, j'ai pas vu de Woman King, mais il y a eu un beef. Je sais qu'il y a eu un beef. Comment elle s'appelle? Il y a eu un beef, genre il disait que c'était pas vrai et tout. Je pense que c'était Afro Chronique qui avait réagi. La vraie intention de ce film. Ah gros, mais c'est long. Les gens, ils aiment trop faire du contenu long. La masculinisation de la femme noire, ok. Cherche la bande-annonce. Vas-y, on va regarder. On va voir. Hein. On va voir, peut-être que je vais pas réagir de la bonne manière. Moi, parfois, je sais pas. Je m'y connais pas. 400 000 vues quand même. Ah, ça fait que 1 an. Ouais, celle-là, elle a fait 2 millions de vues. Nous sommes l'épée de la liberté. Ouais, je mets tout en grand. Attends, on va remettre le début. Nous sommes l'épée de la liberté. Attends. Ah, jure, c'est sur le royaume du Dahomey. Toujours été protégé par les Agoji. En fait, Hollywood, ils aiment trop les guerrières du Dahomey, ou c'est comment? C'est une dinguerie, ça. Parce que déjà, les guerrières dans le film Black Panther, elles sont inspirées d'elles. Wesh. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Mais c'est pas vrai qu'elles étaient rejetées par la société. On a vu que c'était des femmes, soit d'esclaves, mais en tout cas, elles faisaient partie de la garde royale et tout. Et qu'elles étaient choisies, elles n'étaient pas rejetées, justement. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur.
Que vois-tu? Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Le problème aussi, c'est que c'est toujours des Américains qui jouent les Africains, alors que même les Américains, ils connaissent pas l'histoire, genre. Ils ne savent pas que le mal arrive. Tu veux que je fasse entrer mon peuple en guerre? Il faut se battre pour certaines causes. Ah ouais, carrément, ils ont eu des Oscars et tout. Depuis notre enfance, on nous parle des Agoji. Pour être une guerrière, tu dois tuer tes larmes. Entraîne-toi dur. Combat avec acharnement. Tu ne craindras aucun homme. Et tu ne redouteras aucune douleur. Nos cicatrices sont notre fierté. Ouais, Elles je le ressens. racontent comment nous sommes devenus plus fortes, comment nous avons survécu. Nous combattrons ceux qui nous réduisent en esclavage. Nous sommes l'épée de la liberté. Toi, t'as vu le film, genre? L'Afrique dans toute sa splendeur, je sais pas, hein. Là, tu te souviendras de moi. En vrai, moi, je sais qu'il y avait beaucoup de critiques par rapport à ce film, mais ça veut pas dire que... Je sais pas quoi trop en penser. Ouah, bizarre, gros. Gros, ils ont 2 millions de vues. Ils ont 2 millions de vues. Et ils ont 1000 likes, gros. Ça veut dire qu'ils ont grave payé des vues. Aussi appelés minots, purent s'armer en troquant pendant 2 siècles des esclaves contre de l'or et des fusils danois, au point de faire de leur royaume. Ah, purée, dès qu'il y a une histoire entre l'Afrique, enfin une histoire africaine, il y a toujours des gens qui viennent faire des débats et tout. Pourquoi les French Snapchat? Yepa, c'est parti. On va voir. Putain, j'avais envie de regarder ça. C'est dommage que les gens parlent pas anglais. Qu'est-ce que je veux voir? Ah, mais lui, c'était stylé ce qu'il faisait, lui. Pourquoi est-ce que la Société Générale veut quitter la... Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 400 enfants zimbabwéens interceptés à la frontière avec l'Afrique du Sud et des Quoi? nombreuses sessions des filiales de Société Générale en Afrique. Stylé, en fait, on a le même contenu. Le groupe Société Générale est sur le point de céder ses activités dans plusieurs pays africains. Cette semaine, le groupe a annoncé vouloir céder la totalité de ses activités dans 2 de ses filiales locales. Il s'agit de Société Générale Burkina Faso Ouais, et ça, on Société sait. Générale Mozambique. Ces 2 dernières opérations vont se faire avec le groupe Vista qui, comme je l'ai dit, vont obtenir la totalité des parts de Société Générale dans les 2 filiales du groupe. Cette session s'inscrit dans la grosse vague de sessions opérée par la Société Générale dans ses filiales africaines. La Société Générale avait annoncé le 8 juin dernier la conclusion d'accords avec 2 groupes bancaires africains pour leur céder 4 de ses filiales, au Congo et en Guinée équatoriale, au même groupe Vista, et en Mauritanie et au Tchad au groupe Coris. La Société Générale a également annoncé être en réflexion pour la cession de ses parts de sa filiale en Tunisie. Par toutes ces sessions, le groupe Société Générale entend concentrer ses ressources sur les marchés où elle voit une croissance et une rentabilité plus élevée. En Afrique du Sud, les autorités ont annoncé avoir intercepté plus d'une dizaine de bus en provenance du Zimbabwe et ces bus-là contenaient plus de 400 jeunes enfants. Ces jeunes enfants étaient sans parents et sans tuteurs légaux et cette opération de saisie s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Afrique du Sud de lutter contre le trafic des organes et le trafic. Wesh, c'est chaud ça. J'avais pas capté. En fait, c'est à base de trafic d'enfants.
des enfants. Les autorités sud-africaines ont affirmé que les enfants faisaient l'objet d'un trafic vers l'Afrique du Sud, alors qu'une organisation représentant les ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud affirme qu'il est probable que les enfants aient été envoyés pour rendre visite à leurs parents qui travaillent en Afrique du Sud à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une hypothèse probable dans le sens où plus d'1 million de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud et souvent de manière illégale dans leur quête d'une meilleure situation financière. En effet, comme je l'ai expliqué dans une vidéo la semaine dernière, le Zimbabwe traverse une longue crise économique depuis plus de 20 ans et donc pour essayer de fuir ça, plusieurs personnes vont en Afrique du Sud, l'une des premières puissances économiques africaines. Dans tous les cas, les bus des enfants ont été renvoyés au Zimbabwe pour éviter tout problème. Vous vous souvenez de la loi controversée qui visait à envoyer au Rwanda toutes les personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire britannique? Eh bien, elle est revenue au centre des débats au Royaume-Uni parce que plusieurs membres du Parlement se demandent pourquoi l'Angleterre a payé 300 millions de dollars au Rwanda et qu'aucun demandeur d'asile n'a quitté le pays. En effet, certains membres du Parlement parlent de gaspillage, alors que les membres du gouvernement rassurent que l'argent qui a été envoyé va servir à la construction d'infrastructures pour pouvoir accueillir les personnes demandeurs d'asile ou les personnes arrivées illégalement en Angleterre. En tout cas, la réalisation de ce projet de loi semble de plus en plus compliquée parce qu'il est sans cesse bloqué par la justice. En juin 2022, un premier avion qui devait emmener des migrants à Kigali avait été annulé à la dernière minute. Ah ouais, c'était chaud ce projet. Donc le gouvernement avait été payé pour prendre des réfugiés, genre. La Cour européenne des droits de l'homme. Le mois dernier, c'est la Cour suprême britannique qui a bloqué le projet, évoquant sa crainte pour la sécurité des migrants expulsés. Malgré tous ces rebondissements, le gouvernement conservateur tente de faire passer par tous les moyens ce projet de loi et cela entraîne des divisions au sein même du parti au pouvoir. On vous tiendra informé de l'évolution de la situation dans ce parti et c'est l'occasion pour moi de vous demander de vous abonner pour ne rien rater. Au Burkina Faso, le gouvernement en place a adopté mercredi un projet de loi qui vise à abandonner le français comme langue officielle au profit de plusieurs langues nationales. Comme au Mali, le français va passer en tant que langue de travail, mais ne sera plus une langue officielle du pays. Ce projet de loi doit encore être adopté par l'Assemblée législative de transition et cela m'amène à vous poser la question de la semaine. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de reléguer le français en langue de travail et de promouvoir les langues locales? Les finalistes de la CAF Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs footballeurs africains de l'année 2023, ont été dévoilés. Dans la catégorie des hommes, il y aura Victor Osimhen, Mohamed Salah et Achraf Hakimi en tant que finalistes. Et parmi ces trois-là, Victor Osimhen part favori en tant que meilleur attaquant de Serie A, meilleur joueur de Serie A et également le fait qu'il a remporté le championnat de la Serie A. Du côté Je connaissais même pas Victor Osimhen, gros. Les femmes, il y a la Nigérienne Assisat Oshoala qui évolue à Barcelone. Il y a la Sud-Africaine Tembi Gatlana qui joue au Racing Louisville aux États-Unis. Et la Zambienne Barbara Banda qui évolue, elle, en Chine au club de Shanghai Chengli. Il faut attendre le 11 décembre 2023 pour pouvoir connaître les grands vainqueurs des Ballons d'Or. Merci d'avoir suivi le tour de l'actualité en Afrique. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, tu vois, frérot Abdul. Salut. Alors aujourd'hui, C'est pas que je veux pas regarder 7 jours sur Terre, on peut regarder, tu vois. Mais j'essaye vraiment en fait de mettre en avant des créateurs d'origine africaine, tu vois. Genre, tu vois, des films hollywoodiens, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça profite vraiment à l'Afrique. Des 7 jours sur Terre, j'ai pas l'impression que ça profite vraiment à l'Afrique. Cette femme-là qu'on a regardé, je sais plus, la Tiaison, je sais pas quoi là, Thaïs, je sais pas quoi. J'ai pas l'impression que ça profite vraiment à l'Afrique. Ça me frustre un peu, je vais pas te mentir. Ça me frustre un peu de faire ça, tu vois. Mais on peut regarder, hein, si tu me dis que c'est bien, tu vois. Si tu me dis que c'est bien. Ah ouais, c'est 1 heure. Vas-y, en fait, j'avais envie de la regarder, je l'avais mis dans mes vidéos à regarder plus tard. Wow, j'ai 20 vues, ça fait longtemps que j'avais plus 20 vues par heure. Ça faisait vraiment longtemps. Chers amis, bonjour et quel bonheur d'enfin vous retrouver. Vous avez été des centaines à demander à ce qu'on traite de l'histoire d'aujourd'hui. Je dois dire que personnellement, c'est sans équivoque le récit le plus révoltant sur lequel j'ai eu à travailler. C'est l'histoire d'un empire qui refuse de disparaître, un récit qui connecte certains des plus grands événements de l'histoire, ses scandales autant politiques, financiers que sexuels, ses guerres, ses secrets et ses mensonges. Le pouvoir, le pétrole, l'argent, c'est l'histoire d'une corruption massive, érigée en véritable système, un système international qui est toujours actif aujourd'hui. C'est De Gaulle,
c'est De Chirac, Gaulle. Mitterrand, c'est Sarkozy et presque tous les autres. D'une manière, Ouais, c'est ouais. l'histoire de la Ve République, mais aussi une démonstration cynique de comment fonctionne vraiment le monde derrière les rideaux. Ouais, Si ouais. caché qu'on raconte du bout des lèvres, mais pas aujourd'hui. Je vais pas vous mentir, c'est le genre de truc qui me fait un peu perdre foi en l'humanité quand je vois comment le monde fonctionne et que pour que ceux qui s'en sortent vivent bien, il faut que d'autres souffrent derrière ou soient exploités. Je sais pas, parfois ça me... Aujourd'hui. Chers amis, voici l'histoire entière et non censurée de la France-Afrique. Bienvenue à 7 jours sur Terre. Merci à notre partenaire fidèle Conflict of Nations. Come on, bro. Stratégie en 20. Bro, what the hell? Nous sommes en 1380, des centaines d'années avant les grands empires européens. Des navigateurs en provenance de la ville de Dieppe partent à bord de 2 grands navires à la recherche d'épices et d'ivoire. Ils tombent alors sur une côte qui regorge de ressources, des épices et de l'ivoire bien sûr, mais aussi tellement plus, notamment du bois et surtout de l'or. En fait, l'or est si abondant C'est où? C'est dans la Côte région qu'on d'Ivoire, ça, l'appelle ou c'est- la côte de l'or. Ah, Sur c'est les la- rives de ce ouais, qui la Côte deviendra d'I- plus tard Ah non, le c'est le Ghana. Les Français Ghana, ouais. installent un fort qu'ils appellent la mine. Or, en Europe, la France et l'Angleterre sont au milieu de la guerre de 100 ans. La route commerciale vers l'Afrique est donc perturbée et les Français abandonnent leur comptoir africain. Purée, C'est donc le seulement Ghana des aurait pu décennies être plus tard que francophone. les Portugais, forts d'un nouvel empire maritime, récupèrent la mine, ou plutôt Elmina. Rapidement, les puissances européennes veulent imiter le Portugal et ouvrent une série de comptoirs un peu partout sur la côte ouest de l'Afrique. À chaque région, sa vocation, d'ouest en est, c'est la côte du poivre, la côte d'Ivoire, la côte de l'or et bien sûr la côte des esclaves. En un siècle, les Européens vont y construire près de 80 comptoirs fortifiés. Waouh. Les Européens qui découvrent l'Afrique sont aussi C'est pour ça, en fait, un des rares pays qui a gardé son nom, c'est la Côte d'Ivoire. Et avant la Côte d'Ivoire, on avait vu que c'était en portugais, Costa do Marfim ou un truc comme ça. émerveillés que confus, car d'une part, ils découvrent des sociétés où les gens sont incompréhensiblement heureux. Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. Tu En vois, fait, les c'était exactement cet extrait-là où Pensée Camille t'avait critiqué, tu vois. Il disait que, écoute, Du matin au soir, ils chantent, ils dansent, et ce, malgré une pauvreté miséreuse. En fait, les missionnaires chrétiens rencontrent un problème. Ils sont carrément... tu vois, ils disent que soi-disant la pauvreté était miséreuse en Afrique à cette époque-là et que malgré tout ça, ils dansaient, tu vois. Et ils disaient que c'était pas cohérent et c'était mettre une image dégueulasse sur l'Afrique, tu vois, soi-disant, avant que les Européens arrivent, c'était la misère et tout. Alors qu'en vrai, c'était pas vrai, tu vois. Il y avait des richesses, il y avait des énormes empires en Afrique avant l'arrivée des Européens, tu vois. Et c'est pour ça qu'il avait dit que c'était un peu bresson, cette page. carrément incapables de convaincre les populations Ah, si tu locales sais de ça, l'existence de l'enfer. D'un autre côté, ils observent aussi des guerres sanglantes où les vaincus sont souvent réduits à l'esclavage par les vainqueurs. Rapidement, ils comprennent qu'ils peuvent tirer avantage de cette hostilité entre les différents peuples afin de se procurer des esclaves en grand nombre directement auprès des locaux. Ainsi, le plus souvent, les esclaves sont capturés par les populations locales puis livrés aux Européens en échange de perles, de fusils, d'alcool et d'une variété de produits. Bientôt, le système est érigé en véritable industrie. Chargés comme une marchandise sur les négriers européens, ces esclaves sont envoyés un peu partout à travers le monde. Dans le cas de la France, ils sont surtout envoyés aux Caraïbes et dans les Antilles afin de travailler sur les plantations de sucre et de café. Entre 1551 et 1875, environ 1 380 000 Africains ont été embarqués sur des navires français afin de traverser l'Atlantique. 80% sont chargés à destination de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. Haïti, Le ouais. fameux commerce triangulaire. Et ça, il est important de le comprendre. Si certes, les puissances européennes sont intéressées par l'Afrique pendant plus d'un siècle, elles sont surtout intéressées Parfois, je regrette de ne pas avoir écouté en cours, tu vois. En fait, en fait, le truc, c'est que moi, j'avais des cours en néerlandais, tu vois, la langue des Pays-Bas. Et j'étais dans un système un peu spécial où on n'avait que quelques cours en néerlandais et le reste, c'était en français. C'était pour améliorer notre néerlandais. Et donc, moi, j'arrivais à étudier, j'arrivais à réussir les examens, mais comprendre un truc dans une autre langue que ta langue maternelle, tu intègres la chose un peu moins bien, tu vois. Parce que déjà, tu auras beaucoup moins de chances de la réutiliser parce qu'on traînait dans des milieux francophones. Donc, ça veut dire
quand j'apprends, ah, Driehoek système, genre en mode le système triangulaire, tu dis, ah ouais, maintenant je me rappelle maintenant. Par l'Amérique, les Caraïbes, les Antilles, bref, tout ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Les raisons sont stratégiques et politiques, mais aussi technologiques et logistiques. La vérité, c'est qu'à ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière significative, notamment en raison des maladies. Ainsi, le plus gros de l'Afrique reste longtemps. Waouh! Avant, c'était ça la carte, genre. Unknown parts. C'est fou, gros. Nimé Amai, Bororo, Équateur, Gabon. Ah ouais, le Gabon, ça avait déjà ce... Avant, ils appelaient ça la Guinée supérieure. Jollof. Ah, Jollof, c'est pour ça que maintenant on dit Jollof Rice. Soudan or Nigrita. En vrai, le Soudan, c'était énorme. Hein. Pour nous. Ouais, Libyan Desert. Mais je sais, j'ai lu un peu le livre de Cheikh Anta Diop. Et il disait qu'avant, quand les Européens ne connaissaient que l'Égypte, il disait que le reste de l'Afrique, ils appelaient ça la Libye. C'est une dinguerie, hein? Ils appelaient ça la Libye. Oui, non, bien sûr, du point de vue des Européens, tu vois. Or, les choses s'apprêtent à changer. Bien en sûr, Europe, frérot. les machines à vapeur se multiplient. La science médicale progresse à une vitesse effarante. Et avec l'arrivée du train et du télégraphe, le monde est de plus en plus connecté. C'est le début de ce qu'on appellera la révolution industrielle. Soudainement, l'Afrique n'est plus aussi impénétrable. Ses richesses naturelles sont de plus en plus convoitées afin d'alimenter les industries européennes qui demandent toujours plus de matières premières. C'est dans ce contexte que les puissances européennes multiplient les expéditions afin d'explorer et de coloniser le continent africain. De manière générale, la colonisation de l'Afrique est menée pour des raisons de prestige ainsi que pour des motivations économiques, c'est-à-dire pour extraire les ressources africaines, sans équivoque. C'est-à-dire, il existe aussi une certaine vision à travers l'Europe postulant qu'il est presque un devoir de coloniser l'Afrique afin de lui apporter la lumière de la civilisation. D'abord sous la gouverne de Napoléon III, qui souhaite marcher dans les pas de son oncle célèbre, la France est à nouveau déterminée à ajouter des pierres à l'édifice colonial. En seulement quelques années, la superficie de l'Empire est triplée. L'influence française est de plus en plus forte en Tunisie, en Algérie, au Maroc, mais aussi en Afrique subsaharienne, sans parler du Vietnam, du Cambodge, du Congo, de la Guinée. Bref, devant cette expansion rapide de l'Empire français, l'équilibre de la force est compromis en Europe. Et bien sûr, les autres puissances coloniales sont inquiètes. Pour le Royaume-Uni et l'Allemagne notamment, il ne faudrait surtout pas céder les ressources de l'Afrique à la France. À mesure où les puissances européennes s'étendent sur le continent africain, les désaccords se multiplient et la tension monte. Les Portugais, les Allemands, les Austro-Hongrois, les Britanniques, les Belges, les Italiens, les Néerlandais, les Russes, Norvégiens, Suédois, Danois, Français. Ça commence Les à toucher Russes? tout le monde. Moi, j'ai entendu que les Russes, ils n'avaient pas trop... J'ai entendu que les Russes, ils n'avaient pas trop... Comment on dit ça? Ils n'avaient pas trop colonisé, en fait. Hein. Ils avaient essayé, mais ça n'avait pas marché. Parce qu'à un moment, je me suis posé cette question. Je me suis dit, la Russie, t'as vu la taille du royaume ou la taille du pays? Et ils n'ont rien fait, alors que tous les autres, les petits pays comme la Belgique où je suis, je te jure, le pays, c'est une ville carrément en Afrique. Et eux, ils se sont dit, ouais, nous, on va prendre le Congo, genre. Et la Russie, non, moi, je connais rien en termes de colonisation russe. Devant cet intérêt grandissant, fin 1884, le chancelier allemand Bismarck convoque toutes les puissances coloniales à une grande Otto von conférence à Bismarck. Berlin, afin d'établir ensemble les règles du jeu. Il convient notamment que toute puissance européenne installée sur la côte peut étendre sa domination vers l'intérieur jusqu'à rencontrer une sphère d'influence voisine. La consigne est donc claire. Prenez tout ce que vous pouvez, à la seule condition qu'un autre Européen ne s'y trouve pas déjà. La France obtient le contrôle de territoires immenses en Afrique de l'Ouest et en fait, elle émerge largement gagnante de la conférence de Berlin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chancelier allemand Bismarck vient tout juste de conquérir la région française d'Alsace-Lorraine et secrètement, il essaie d'apaiser la France avec des concessions sur l'Afrique. Il ne sait pas encore, mais ses espoirs sont vains. C'est alors le début de ce qu'on appellera la ruée vers l'Afrique. En seulement quelques années, le taux d'occupation du continent par les Européens passe de 10 à 90%, alors que nombre de colonies sont établies. La manière dont celles-ci sont administrées varie énormément chez les Britanniques pour maintenir le contrôle politique sur les colonies aux quatre coins du Non, mais par contre, ça, c'est chaud, gros. C'est chaud de se dire que 90% d'un continent a été colonisé, gros. C'est un truc. Après, quand tu me dis l'Amérique latine, c'est la même chose. Hein. L'Amérique latine, c'est la même chose. Tout le pays a été colonisé, genre. Tout le pays a été colonisé. Enfin, tout le continent, pardon. Je suis en train de passer pour un inculte. Tout le continent a été colonisé, hein. L'Amérique latine. C'est une dinguerie. coins du monde. On instaure typiquement un système basé sur la collaboration et l'intégration des autorités locales. C'est la doctrine de la souveraineté indirecte. Chez pas mal tous les autres, donc les Portugais, les Belges, les Allemands, les Français, on exerce une doctrine diamétralement opposée, en prenant bien soin d'assigner des militaires, des politiciens et des fonctionnaires issus de la métropole, afin de mieux assimiler les populations locales. C'est ce qu'on appelle la souveraineté directe. Un mode de gestion hautement centralisé dirigé depuis l'Europe. C'est une différence absolument fondamentale dans l'architecture sociale des colonies, dont les conséquences sont à plusieurs égards toujours visibles aujourd'hui.
Autour de 1910, les puissances européennes commencent à C'est le nouveau Libéria, se ça, à plier sur les gauche. pieds, en Afrique, mais aussi en Europe. Malgré les espoirs de Bismarck, la vieille question de l'Alsace-Lorraine n'est toujours pas réglée. La France en veut à l'Allemagne et la tension est à son comble entre les grands empires européens. Le 28 juin 1914, quand l'archiduc François Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe, l'Empire C'est la austro-hongrois guerre déclare la mondiale guerre à qui la Serbie. commence. L'Allemagne envahit le Luxembourg et la Belgique, alors que la France, elle, tente d'enfin reconquérir l'Alsace aux mains des Allemands. Ça y est, c'est la guerre. On s'attend à un conflit court et expéditif. Or, les choses dégénèrent. Avec des colonies partout dans le monde, la guerre se mondialise. C'est la première guerre mondiale. Lorsque la poussière retombe, l'Allemagne et ses alliés sont battus. Donc, les colonies allemandes en Afrique sont réparties entre les vainqueurs. La France hérite ainsi du Togo et d'une partie Togo, du Cameroun. ouais. Dans la foulée de ces acquisitions, Paris crée 3 nouvelles colonies. Le Niger, Ah ouais, le ça Soudan parlait français, allemand. aujourd'hui le Mali et la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. C'est alors l'apogée de l'empire colonial français. Entre Ouais. la première et la deuxième guerre mondiale, la France fait essentiellement ce qu'elle veut à travers l'Afrique et une bonne partie de l'Afrique du Nord, un territoire immense aux ressources naturelles abondantes. En 1931, on organise une grande exposition pour démontrer aux Français les avantages et les bienfaits de l'empire colonial. C'est l'exposition coloniale de Paris. Plus de 8 millions de visiteurs découvrent les colonies françaises à travers une série de pavillons construits à grands frais, mariant l'exotisme et l'extravagance. Alors, même si l'avenir semble radieux pour le colonialisme français, au niveau politique, les choses commencent à se compliquer. D'abord, le communisme est de plus en plus populaire chez les classes ouvrières, alors que l'impérialisme associé au capitalisme est critiqué Je par la savais gauche pas et qu'il y avait certains du intellectuels. communisme en Ensuite, France, l'Allemagne mais se du relève communisme rapidement en de sa France, à un défaite moment. militaire portée par un certain Hitler, qui a lui-même combattu contre les Français et qui rêve d'une grande vengeance allemande. Au lendemain de la guerre, les puissances coloniales sont complètement ruinées. L'Europe est en décombre, les besoins matériels sont absolument immenses et la question du maintien des colonies est donc plus brûlante que jamais. Pour certains, c'est une véritable trahison du principe de liberté pour lequel on prétend avoir combattu la guerre. Encore plus, nombre d'Africains se sont battus aux côtés des Alliés. Ils estiment maintenant avoir le droit d'être traités par les Européens comme des hommes à part entière, avec tout le respect et la dignité que ça implique. De plus en plus, dans les coulisses, il semble que l'Afrique entière murmure les mêmes mots. Indépendance, liberté. Bon, bien sûr, les dirigeants français voient les choses autrement. Le général de Gaulle estime que la France a besoin plus que jamais de son empire outre-mer afin de récupérer son statut de grande puissance. Mais aussi, c'est le début de la guerre froide, et l'influence communiste s'étend rapidement à travers le monde. Dans ce contexte, hors de question d'abandonner l'empire, même s'il est déjà très clair que la France... Il y a quel pays qui ont été communistes en Afrique? Je sais que l'Angola, même leur drapeau, hein, même leur drapeau, il y a le symbole communiste dessus. À contre-courant de l'histoire, car en plus des ambitions de liberté, les Américains mettent énormément de pression sur la France et le Royaume-Uni pour qu'ils renoncent à leur colonie. Voyant l'opportunité de s'établir sans équivoque comme première puissance mondiale, les États-Unis veulent démembrer les empires coloniaux, surtout britanniques et français, notamment ils font barrière à l'expansion des intérêts américains. S'ils réussissent à forcer les Britanniques, de Gaulle, lui, résiste. Plutôt que de mettre fin à l'empire et au colonialisme, il souhaite le perpétuer, seulement à travers une formule plus moderne et mieux camouflée, pour éviter que les Américains imposent une commission internationale. En fait, c'est une dinguerie. De Gaulle, c'était vraiment un chien. De Gaulle, c'était un chacal. Moi, je savais pas qu'il était comme ça, ce type. Pour déterminer l'avenir des colonies françaises. Le général décide de jouer un coup d'avance et d'expédier la question en convoquant lui-même une conférence avec les représentants des colonies, la conférence de Brazzaville. De Gaulle propose alors un renouvellement de la relation avec la France qui s'avère largement superficielle. Enfin, devant ceux qui lui réclament le droit à l'indépendance, il ferme la porte et lance la clé lorsqu'il déclare que toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire, la constitution éventuelle, même lointaine, de self-government dans les colonies, est à écarter. Le message est plus que clair. Ceux qui veulent l'indépendance devront se battre, car la France a toutes les intentions de protéger son empire, coûte que coûte. En fait, presque immédiatement, la France passe de la parole aux actes. En mai 1945, des milliers d'Algériens se rassemblent dans les rues pour célébrer la victoire des Alliés, mais aussi pour revendiquer leur droit à l'indépendance. Aux côtés du drapeau français, certains affichent ce qu'ils appellent le drapeau algérien. Les autorités françaises exigent qu'on le retire. Un policier tente d'arracher le drapeau. C'est la bousculade. Et pour dompter la foule, la police ouvre le feu. Un jeune de 26 ans qui portait le drapeau est tué. C'est maintenant une émeute. Les manifestants enragés contre la police se retournent contre les Européens avec une violence innommable. Environ 100 d'entre eux sont tués. Wow, l'armée. Lorsqu'ils arrivent en Algérie, on leur fait regarder les cadavres des Européens. Le préfet français leur promet alors, quelles que soient les bêtises que vous commettrez, je les couvrirai. Messieurs, vengez-vous. Les mois qui suivent sont sans aucun doute parmi les plus sinistres de toute l'histoire de l'Algérie, alors que l'armée française engage une répression d'une brutalité sans pareille. Des dizaines de milliers de musulmans sont tués. Certains disent 20 000, d'autres 40 000. Une chose est sûre, les cadavres des Algériens s'empilent si vite qu'il devient impossible de les enterrer. On les jette au fond des puits, dans les gorges de Kerata ou dans d'énormes charniers. Bon, ça aussi, ça devient un problème, parce qu'assez rapidement, le reste du monde entend parler de ces charniers. On commence à poser des questions, donc, pour cacher les preuves, les Français déterrent les cadavres et les font brûler dans un énorme four à chaud. Pendant 10 jours, 17 camions alimentent le four crématoire, la vie, qui brûle sans arrêt. En dehors de l'Algérie, ce scandale demeure largement inconnu, car éclipsé par les célébrations du 8 mai. Pourtant, il est absolument essentiel de comprendre les années qui suivent, non seulement en Algérie. Je te jure, je connaissais pas cette histoire, gros. Je connaissais pas cette histoire, gros. What? Donc, ils ont littéralement fait la même chose que ceux contre qui ils ont fait la guerre. Ils ont fait la même chose que les Allemands, en fait. Ils ont pris des gens et par milliers, par dizaines de milliers, je sais même pas si j'ai l'impression qu'il a dit millions, ils les ont exterminés, gros. Wesh! Quelle hypocrisie! Algérie, mais aussi
partout à travers l'Afrique. La France ne le sait pas encore, mais par sa répression brutale et violente du mouvement nationaliste, elle vient de semer la graine de ce qu'on appellera bientôt la guerre d'Algérie. Un peu partout à travers l'Afrique, des épisodes similaires se produisent, notamment à Madagascar, alors qu'on déplore plus de 30 000 morts. Donc il devient très clair qu'il faut trouver une solution durable au problème des colonies. C'est alors que Paris crée l'Union française, une sorte de changement de logo pour l'Empire colonial. En théorie, sur papier, tous deviennent citoyens, donc égaux devant la loi. Mais en réalité, les colonies restent largement subordonnées à la France. Sans surprise, en Afrique, les leaders nationalistes sont frustrés par cette nouvelle manœuvre politique. Ils interprètent comme rien de plus que de la gesticulation de la part de Paris. Ils convoquent alors leur propre congrès pour discuter de la question nationale et de l'avenir politique de l'Afrique. La France panique et tente d'empêcher la tenue du congrès. Alors, malgré la pression de Paris sur les invités, environ 800 délégués de différents partis africains se joignent au fameux congrès de Bamako. Ensemble, ils affirment leur volonté d'être enfin libres de toute forme de colonialisme. Ils donnent alors naissance au Rassemblement démocratique africain, ou RDA, un ensemble de partis politiques à travers plusieurs colonies qui veulent tous la même chose. Et en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même bien ce qu'il fait, hein. Moi, j'ai pas l'impression que... Bon, c'est peut-être, ça serait peut-être mieux raconté par un Africain ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il est honnête dans ce qu'il dit, tu vois. En tout cas, il prend pas le côté de l'Europe. Il donne des trucs intéressants. On apprend toutes les dingueries que l'Europe a faites, en fait. Même chose, la liberté. Les cellules liées au RDA apparaissent presque partout à travers l'Afrique francophone et les dirigeants français craignent sérieusement un effet domino, balayant les colonies africaines. Pire, face au discours d'égalité, de dignité humaine et d'anti-impérialisme, Paris soupçonne que plusieurs politiciens affiliés au RDA sont en fait des communistes. Et si c'est avéré dans certains cas, la majorité veulent en fait maintenir des liens privilégiés avec la France. La plupart furent éduqués dans les universités françaises, ils lisent des auteurs français, ils ont une admiration sans borne pour la France. Ce qu'ils veulent, c'est surtout équilibrer les rapports avec Paris. Or, dans le contexte de la guerre froide, ce genre de nuances échappe aux dirigeants français. Pour eux, il faut neutraliser le mouvement nationaliste. Point final. Les services secrets français intensifient leur campagne contre ces mouvements à travers des centaines d'assassinats politiques et une multitude d'opérations clandestines du service Action du SDECE. Les indépendantistes sont emprisonnés et torturés alors que les élections sont systématiquement truquées, parfois de manière si flagrante que c'en est carrément embarrassant. En Algérie, en Tunisie et au Maroc, les morts civiles se comptent par milliers. Des centaines de personnes sont assassinées froidement par une organisation terroriste supposément formée par des Européens opposés aux indépendances. On l'appelle la Main Rouge. Attentats à la bombe, assassinats, enlèvements, torture. La Main Rouge vise tous ceux qui sont associés à l'indépendance et qui menacent les intérêts coloniaux, peu importe leur statut. Des militants, bien sûr, mais aussi les avocats qui les représentent et bientôt de simples civils. On apprendra plus tard que la Main Rouge était en fait une fabrication, une couverture des services secrets français pour camoufler les gestes inavouables du fameux service Action du SDECE en formant une fausse organisation criminelle. Soudainement, tout est permis. Avec l'appui des États-Unis, le mouvement indépendantiste atteint les Nations Unies. Dans un journal français d'Afrique du Nord, on appelle carrément au meurtre de ses leaders. Oui, il faut en finir, car il en va de la vie des Français, de l'honneur et du prestige de la France. C'est là qu'il faut frapper, aujourd'hui. Tant que vous n'aurez pas accompli ce geste viril, ce geste libérateur, vous n'aurez pas rempli votre devoir. Et devant Dieu qui vous regarde, le sang des innocents retombera sur vous. Une semaine plus tard, le leader tunisien de la résistance est assassiné par un commando sous les ordres de la France. Lorsque sa mort est annoncée à la radio, un énorme mouvement de colère. Par contre, la Tunisie, là, je sais plus c'est quoi le nom du cimetière. On m'a dit, il y a un cimetière grave sombre là-bas où ils séparent les Noirs et les Arabes, genre. Ça, c'est chelou, ça. Ça, c'est un truc que j'aime pas, tu vois. J'en ai parlé à des Tunisiens que je connais, hein, en plus des amis et tout. Ils m'ont dit, ouais, on connaît pas. Mais je sais que c'est un gros scandale, hein. Et il y a même une vidéo des funérailles de Tabou qui parle de ça. Un Tunisien noir qui raconte un peu comme quoi en Tunisie, ils enterrent les Noirs et les Blancs séparément, hein. S'emparent de la région. Des manifestations monstres, des émeutes et des grèves s'emparent des grandes villes. Pour calmer les violences, la France fait preuve d'une myopie totale et d'une incompréhension effarante de la région, alors qu'elle force le sultan du Maroc à partir en exil à la pointe des armes. Cette fois, c'est presque l'entièreté du monde arabe qui s'enflamme contre la France. En Algérie, les émeutes se multiplient, la tension monte rapidement. Je sais qu'il y a aussi un gars qui s'appelle Abdelkrim qui a œuvré pour l'indépendance en, je sais pas, le territoire Rif. Donc je pense que c'est au Maroc, mais bon, je pense qu'il y a aussi des Rifs en Algérie. J'espère que j'ai pas dit de dinguerie. Mais en tout cas, lui, je sais que c'est un héros pour les Rifs. Rapidement, et bien sûr, la France tente une fois de plus de répondre par la force. Elle écrase la résistance avec toujours plus de rigueur. Or, lorsqu'elle interdit carrément aux nationalistes de se présenter aux élections, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ces derniers se consultent et constatent alors avec résignation que la lutte armée est la seule issue vers la liberté. C'est la naissance du FLN, le Front de Libération Nationale, et le début de la guerre d'Algérie. Ce qu'on imaginait initialement comme une simple révolte engagera bientôt plus de 400 000 soldats de l'armée française. Sur une population d'environ 10 millions d'Algériens, plus de 250 000 sont tués et jusqu'à 2 millions sont envoyés dans ce qu'on appelle... Attends. 2 millions! Ça veut dire 2 personnes sur 10, elles sont en prison. Mais les prisons, c'est plus des prisons, c'est des immeubles. C'est plus des prisons, c'est des quartiers, c'est des villes. Comment ça t'emprisonnes 2 millions de personnes?
mettez en prison 2 millions de personnes, obligé, il y en a au moins 100 000, 200 000, 300 000 qui s'enfuient. C'est pas normal. Wesh, ils abusent. 20% du pays, il est emprisonné. C'est confinement, en fait. Bref, Quarantaine. les choses dégénèrent. De plus en plus, il devient clair pour la France que le système colonial est au bord d'une implosion généralisée. En France, la scène politique est en pleine ébullition et tout indique que le point de rupture est imminent. Pour plusieurs, l'avenir du pays se trouve en Europe et non en Afrique. On assiste au premier pas de l'Union européenne et de plus en plus on souhaite laisser derrière le colonialisme. Or pour d'autres, non seulement le prestige de la nation est tributaire de la présence outre-mer, mais encore plus, l'importance stratégique des colonies est beaucoup trop grande pour y renoncer. Le pétrole saharien est la plus grande chance pour la France de redevenir une grande puissance. Déjà coincé entre deux pays indépendants, le pétrole saharien... Et aussi longtemps que je puisse m'en rappeler, la France essaye toujours de redevenir une grande puissance. Ça fait combien de temps que la France n'est plus une grande puissance? Parce que toujours j'entends ça, il faut qu'on redevienne une grande puissance. Ah oui, on est en train d'être sur le déclin. Frère, ça y est, il faut admettre, maintenant c'est fini. Mais en plus, c'est même pas comme si c'est fini, vous êtes dans le top 5 mondial des puissances économiques. Non, peut-être que vous êtes descendu un peu, mais je sais pas. Ouais, bref. Saharien perdait le seul débouché, demeurer sous le contrôle de la France. Il y a plus grave encore, la disparition de l'Algérie, clé de voûte de l'édifice africain, entraînerait la dislocation de l'Union française. Le standard de vie des Français n'échapperait pas aux conséquences de cet effondrement. Être ou ne pas être une grande nation, telle est la question. Apparaît donc une division dans la vie politique, un fossé de plus en plus profond. L'armée estime que le gouvernement manque de colonne vertébrale dans son approche face aux colonies, particulièrement dans la guerre d'Algérie. Les officiers en ont assez. Pendant que le gouvernement français est paralysé et vulnérable, il se rassemble en secret et organise l'opération Résurrection. Menée par un certain Jacques Foccart, un proche de Charles de Gaulle, les officiers de l'armée planifient un coup d'État afin de ramener de Gaulle au pouvoir, car le général s'est affiché clairement et résolument en faveur du maintien des colonies et de l'Algérie française. Ainsi, ils sont persuadés que c'est l'homme de la situation. Ils ont l'intention de le réinstaller au pouvoir par la voie légale ou, si nécessaire, par la force. Ce qui se passe en ce moment en Algérie par rapport à la métropole et dans la métropole par rapport à l'Algérie peut conduire à une crise nationale extrêmement grave. Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Ah ouais, il voulait pas lâcher le pouvoir, hein, il a l'air vieux là. Il est certain que si De Gaulle était amené à assumer, à se voir déléguer des pouvoirs exceptionnels pour une tâche exceptionnelle, dans un moment exceptionnel, évidemment, ça ne pourrait pas se faire, suivant les rites et la procédure tellement habituelle que tout le monde en est excédé. Quoi, il essaie de dire qu'il va faire un coup d'État. 1958 marque le début du coup d'État. Les putschistes prennent le contrôle d'Alger, puis de la Corse. Et face à la menace d'un affrontement militaire français contre français, le gouvernement accepte de se coucher et de remettre les clés du pouvoir au général Charles de Gaulle. Mais non, je savais pas. Il a fait un coup d'État, Charles de Gaulle. Dinguerie. C'est un putschiste. La 4e République. Par un coup d'État, alimenté largement par la volonté de s'accrocher à ce qui reste de l'Empire. De Gaulle organise ainsi la naissance de la 5e République en France. Il veut bien sûr transformer les paramètres politiques fondamentaux, mais outre-mer, il veut surtout honorer le mandat qui lui a été donné implicitement par le putsch d'Alger, en trouvant un moyen de maintenir le contrôle sur les colonies. D'une manière, c'est sa légitimité qui en dépend. Dès son arrivée, il nomme nul autre que Jacques Foccart, l'homme de Résurrection, comme conseiller spécial pour l'Afrique. Foccart est un expert des services secrets et des jeux de coulisses qui ne répond à personne d'autre qu'à De Gaulle. Après avoir brillamment manœuvré le retour au pouvoir du général, son nouveau mandat consiste à placer les pillons de la France en Afrique, en jouissant de tous les instruments de l'État, incluant les services secrets, l'armée et les réseaux diplomatiques. Foccart conseille de faire exactement la même chose, moderniser le rapport politique avec les colonies, mais de manière superficielle, afin de maintenir le contrôle effectif sur les ressources. L'Union française deviendra ainsi la communauté française. Noir sur blanc. Mais pourtant Olympio, je sais qu'il était contre ça et c'est pour ça qu'on l'a tué. Donc je pense pas qu'il a accepté les demandes du gouvernement français. La France conserve un contrôle sur tout ce qui compte vraiment, soit la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et le contrôle des matières premières. Pour valider la nouvelle République et cette fameuse communauté française, un référendum est organisé en France et à travers tous les territoires. Pour De Gaulle, il est absolument primordial de garder le contrôle sur l'entièreté des colonies, donc les enjeux sont énormes. D'abord, ceux qui l'ont amené au pouvoir s'attendent à rien de moins, mais encore plus, en pleine guerre froide, l'approvisionnement en pétrole en provenance du Moyen-Orient est de moins en moins fiable. L'Égypte de Nasser se rapproche de l'URSS et la France est terrifiée à l'idée de perdre l'accès au canal de Suez. Quand Nasser décide de le nationaliser, les Français et les Britanniques envahissent littéralement l'Égypte avec l'aide d'Israël. L'épisode se termine seulement quand les Soviétiques brandissent la bombe nucléaire et que les Américains menacent de dévaluer les monnaies de la France et du Royaume-Uni. C'est la crise de Suez. Et c'est un point tournant dans la politique énergétique de la France. Tu te rends compte un peu l'empoisonnement que l'Afrique a vécu, dans le sens, ceux qui ont du pétrole, bon, ils s'en sortent, mais pas d'une manière similaire à aller aux pays du Golfe, tu vois. Les pays du Golfe, il n'y a personne qui a été là pendant. On a essayé de leur voler aussi.
Quand tu vois l'Iran, l'Irak, Afghanistan, tout ça, bon, ouais, tu vois que c'est pas toujours un bénéfice d'avoir des ressources. Hein. On va essayer de te les voler, de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, les Français savent qu'il y a du pétrole dans le Sahara, en Algérie, mais aussi en Afrique subsaharienne, notamment au Gabon. Soudainement, la convoitise des ressources africaines n'est plus seulement un attribut de l'avarice et de la recherche du profit, c'est une priorité stratégique qui relève carrément de la raison d'État. Voilà donc le contexte critique dans lequel se pose le référendum de 1958. En Afrique, il est impératif qu'on dise oui. Et pour s'assurer d'un tel résultat, De Gaulle s'engage dans une grande tournée à travers les colonies, 20 000 km en 9 jours. Sur les rives du Congo, à Brazzaville, De Gaulle présente son projet de communauté française, mais affirme que ceux qui veulent l'indépendance peuvent toujours simplement voter non au référendum et que la France ne s'y opposera pas. Partout où il passe, De Gaulle est reçu en héros. Lorsqu'il arrive en Guinée, le 25 août 1958, le leader Sékou Touré l'attend de pied ferme. Il affirme que la Guinée votera oui au référendum du général c'était à une un seule vrai condition, que panafricain, le texte lui. soit modifié pour reconnaître explicitement le droit à l'indépendance. Pour De Gaulle, c'est une surprise, presque une embuscade. Personne ne l'a prévenu. Il répond alors que l'indépendance aurait des conséquences et qu'il faut aussi les considérer. La réplique de Sékou Touré passe à l'histoire. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans le travail. La France le reçoit comme une gifle au visage et le général comme une insulte. Lorsque vient enfin le référendum, la Guinée de Sékou Touré tient parole et dit non à plus de 90%. C'est la seule à choisir l'indépendance. Secrètement, la CIA fait la prédiction que la France va probablement le faire payer très cher à la Guinée afin d'en faire un exemple. Wow, chaud. Même la CIA sait qu'ils vont essayer de les hagar sans respect. Wow. C'est chaud. En fait, tout le monde sait comment fonctionne le monde. Mais j'ai l'impression que tout le monde sait, même les gens qui ne sont pas involved dans la politique, qui n'ont pas d'engagement dans la politique, on sait très bien qu'en fait, c'est juste des gens qui tirent les ficelles et c'est tout, tu vois. C'est juste une question de pouvoir. Un exemple pour tous les autres. C'est exactement ce qui se produit. Immédiatement, la réaction de Paris est viscérale. Le jour même du vote, les troupes françaises sont parachutées pour s'emparer de tous les billets de banque émis par la Banque de France. Alors que certains plaident pour une négociation avec la Guinée indépendante, en privé, De Gaulle est intraitable. Il veut aller plus loin. La France intercepte une cargaison de 4000 tonnes de riz destinée à nourrir les Guinéens. Mais laissez le don, Sékou Touré, bouffer ses bananes et ses cacahuètes. Wesh! Wesh! Mais non! What? Gros, mais De Gaulle, c'est un chien, gros! Attends, c'est qui a dit ça? Waouh! Non, gros, De Gaulle, c'est un chien à fou. Le général, il ordonne le retrait immédiat de tous les fonctionnaires et techniciens français avec instruction de ne rien laisser derrière appartenant à la France. L'ordre est appliqué à son extrême mesure. On détruit les bâtiments, on confisque toutes les archives, même les plans pour les égouts, on dévisse les ampoules et on brûle les médicaments. Le gouvernement arrête de payer les pensions des soldats guinéens qui se sont battus pour la France. Il tente même sans succès de bloquer l'adhésion du pays aux Nations Unies. Quand la Guinée crée sa propre banque centrale et lance une nouvelle monnaie indépendante, le franc guinéen, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La France lance l'opération Percy. Organisée par Jacques Foccart, elle a pour objectif de déstabiliser la Guinée par deux fronts, l'argent et les armes. D'abord, il faut provoquer un effondrement économique du pays. Et ensuite, il faut encourager une insurrection armée contre le gouvernement de Sékou Touré. Les agents du SDECE basés au Sénégal impriment littéralement des tonnes de faux billets de banque guinéens pour inonder le pays, provoquer l'hyperinflation et ainsi l'effondrement de la monnaie. Pendant ce temps, les experts français en opération clandestine fournissent des armes et de... Gros, mais je suis choqué à quel point ils sont diaboliques, gros. Ils sont diaboliques. C'est diabolique ce qu'ils font, mec. What? L'entraînement des rebelles guinéens afin de causer des violences et du chaos. L'objectif est clair, faire regretter l'indépendance à la Guinée. Cela dit, dans le cas précis de Sékou Touré, les tentatives de la France échouent. Ils s'accrochent. Mais quand même, l'histoire de la Guinée et l'échec de l'opération Percy sont des points tournants, car ils forcent la France à réfléchir autrement et à développer une nouvelle stratégie face à ses colonies. Puisque clairement, la marche de l'histoire est inarrêtable et les indépendances auront lieu, avec ou sans l'accord de Paris. Alors, pourquoi les combattre futilement quand on peut tout simplement les contrôler en les organisant soi-même? En installant au pouvoir des proches de la France qui sont favorables à ses intérêts et en s'assurant qu'ils y demeurent par tous les moyens nécessaires, alors l'indépendance ne change absolument rien. La France peut continuer d'opérer comme d'habitude, avec le même accès aux ressources et les mêmes privilèges coloniaux. En seulement quelques mois, des années 1960 et 61, tous les États de la communauté française obtiennent leur indépendance. Les leaders installés sont presque tous compromis d'une manière ou d'une autre. En fait, des agents secrets sont infiltrés auprès de chaque la Mauritanie présidence, aussi, souvent c'était français, je directement savais par pas. les présidentielles. Les conseillers français sont assignés à pratiquement tous les ministres et ce sont eux qui tirent les ficelles de tous les grands dossiers. Immédiatement, la France s'empresse de signer des accords souvent secrets avec les nouveaux États indépendants sous son influence pour sécuriser son accès privilégié aux ressources naturelles comme le pétrole, l'or et l'uranium. En échange, Paris s'engage à maintenir au pouvoir les leaders complices tout en leur offrant une assistance économique et bien sûr, en cas de besoin, militaire.
Ceux qui acceptent de collaborer au pillage de leur pays se voient couvrir de pots de vin et érigés en leaders légitimes et démocratiques. Wow. Ceux qui refusent et qui réclament la véritable indépendance sont combattus avec l'aide de ces nouveaux régimes et présentés comme de vulgaires rebelles à écraser. Voilà donc la naissance d'un système érigé sous Jacques Foccart, un système dans lequel la France œuvre depuis les coulisses pour télécommander un réseau d'hommes politiques qui ne sont en fait rien de plus que de vulgaires marionnettes. Ces réseaux, connectant secrètement la France, l'Afrique et le secteur privé, sont surnommés, sans surprise, les réseaux Foccart. Foccart devient ici une personnalité absolument incontournable en Afrique francophone, un personnage presque mythique qu'on appelle Monsieur Afrique. On organise ses activités dans ce qui devient la cellule africaine de l'Élysée, une cellule dont on nie l'existence même pendant des années et qui opère en dehors de l'autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères. À travers sa société d'import et d'export de fruits nommée Safiex, Jacques Foccart met sur pied un canal secret permettant aux leaders africains de financer la caisse électorale du général. En fait, Foccart est si influent que lorsque le président des États-Unis, John F. Kennedy, écrit une lettre à la main au général de Gaulle pour le prévenir que Foccart est un espion soviétique, à Paris, personne n'y croit. On présume plutôt que les Américains tentent vainement de neutraliser un homme qui gêne leurs intérêts en Afrique. À partir des années 60 et jusqu'à aujourd'hui, les réseaux Foccart sont extrêmement actifs et produisent dans plusieurs pays des circonstances politiques tout à fait grotesques. Des dictateurs déguisés en démocrates pour le bien de la cause, des élections truquées qui frôlent la parodie, des familles dynastiques qui restent au pouvoir pendant des décennies alors que ceux qui tentent de les renverser sont combattus comme des rebelles et des terroristes. C'est la fameuse France-Afrique. Un nouveau type d'empire français, un empire qui refuse de prononcer son nom. Une machine bien huilée par la corruption systématique d'un réseau d'élites africaines parfaitement satisfaites d'être les complices du pillage de leur pays. Évidemment, tout ça est quelque peu abstrait et facile à dire sans exemple concret. Donc, les amis, je vous propose d'examiner. Est-ce que vous pensez qu'un jour l'impérialisme il va s'arrêter, genre? Parce que j'ai l'impression que l'impérialisme, il va toujours, d'une manière ou d'une autre, exister. Je sais pas si c'est la nature humaine, tu vois, mais entre guillemets, il y a toujours quelqu'un ou un groupe qui va vouloir avoir plus d'influence que d'autres. C'est un peu la compétition, tu vois. Parce que ça veut dire au plus tu as d'influence, au plus tu as de ressources, au plus tu as de ressources, au plus tu as de pouvoir, au plus tu as de pouvoir, entre guillemets, au plus tu satisfais ce besoin humain, tu vois, d'être important, tu vois. Et bon, on peut aller encore plus loin, mais j'ai l'impression que c'est dans la nature humaine un peu. Examiner quelques cas notoires et particulièrement évocateurs afin de mieux comprendre comment se déploie vraiment cette fameuse France-Afrique, et ce, jusqu'à aujourd'hui. Commençons avec le Cameroun, puisque ça illustre très bien la stratégie de fausse indépendance dont il était question plus tôt. Durant les années 50, les indépendantistes du Cameroun se réunissent dans un parti appelé l'UPC. Pendant des années, la France les emprisonne, les réprime et va même jusqu'à assassiner 2 de ses leaders. Une fois les indépendantistes en déroute, ils installent à la tête du Cameroun un leader favorable à la France, Amadou Ahidjo, et s'assurent qu'il reste au pouvoir par la fraude électorale. On dira plus tard d'Ahidjo, on avait quasiment tout fait pour lui en mettant des paquets de bulletins dans l'urne. Dans l'armée camerounaise, presque tous les officiers sont français. Paris garde le contrôle sur les ressources stratégiques du Cameroun tout en combattant avec l'aide d'Ahidjo les véritables indépendantistes, ce qui deviendra une guerre civile tragique, la guerre du Cameroun. Ahidjo, l'homme de la France, reste au pouvoir pendant 22 ans, instaurant un régime autoritaire où la corruption frôle la caricature. L'argent du pétrole est déposé directement dans des comptes en France et en Suisse, alors que des milliards de dollars sont détournés dans les poches du régime et des comptes où la corruption frôle la caricature. L'argent du pétrole est déposé directement dans des comptes en France et en Suisse, alors que des milliards de dollars sont détournés dans les poches du régime et des pétrolières. Lorsque Paris sent que Ahidjo devient un problème, on lui choisit un successeur, un certain Paul Biya, appuyé par la France. Ah oui, c'est lui qui est resté pendant des années. FMI, en réduisant les salaires de l'État par 60% pour rembourser la dette. Avec une fortune évaluée à au moins 200 millions de dollars, Paul Biya est toujours au pouvoir aujourd'hui. C'est une dinguerie, ça va faire 40 ans. Du monde. Mais d'où, avec l'aval de la France, son fils prendra le... Oh, dis-toi, il a 90 ans. Il a 90 ans et ça fait 41 ans, je pense 42 ans qu'il est président. Et je ne savais pas qu'il avait été placé par la France, en fait. Relais. Puis la farce continue. Un autre exemple similaire... Attends. Oh, c'est son fils! Eh, il a du flow en vrai. Je vais pas te mentir, il me ressemble en deux spigo. Celui du Togo. Le premier président Sylvanus Olympio tente d'affranchir le Togo du franc CFA et d'équilibrer les relations avec la France. Il est assassiné par un protégé de Paris qui... Mais c'est ça, il venait de montrer une photo d'Olympio, c'est le premier président du Togo indépendant. Et je sais qu'il était panafricaniste, qu'il avait une réelle envie de faire du Togo une nation indépendante. Et tu le vois avec l'autre, ce gars, Jacques Foccart, qui était en fait un gars qui voulait juste... Oh merde, j'ai mis de l'huile sur ma souris. Et qui deviendra bientôt lui-même président pour le reste de sa vie. Qui était le gars en fait qui était en mission pour rendre l'Afrique vraiment, comment on peut dire ça, dépendante et exploitée, tu vois. C'est pour ça que ça m'a fait tilter un peu. Mais donc effectivement, c'était un bon. Gnassingbé et Yadema. Yadema dirige le Togo pendant presque 40 ans, maintenu au pouvoir par de multiples interventions militaires de la France en sa faveur. Hier, par 2 fois, les avions Jaguar ont survolé la capitale Lomé. Les 200 parachutistes français, eux, sont stationnés. L'intervention française a, semble-t-il, rassuré et renforcé même le pouvoir du général Eyadema.
En échange, des ententes sont signées afin de permettre à la Oui, France c'est un d'user vendu. comme elle l'entend de toutes les ressources stratégiques. À sa mort, son fils prend sa place. Et encore aujourd'hui, c'est Faure Gnassingbé qui dirige le Togo. Continuons avec un cas particulièrement d'actualité, le Gabon. Dès le début des années 60, notamment grâce à des réserves de pétrole abondantes, le Gabon devient un peu le cœur de la France-Afrique. Dès l'indépendance, un proche de la France nommé Léon Mba est établi comme président du pays, jouissant de presque tous les pouvoirs et interdisant tous les autres partis politiques. Encore une fois, des ententes sont signées avec la France pour l'accès aux ressources en échange de la protection de son régime. Ainsi, lorsqu'il est renversé pour établir une vraie démocratie en 1964, Jacques Foccart mobilise une intervention militaire de la France et Léon Mba est réinstallé par les armes. On lui conseille alors de se nommer un dauphin, quelqu'un qui pourrait prendre sa place en cas de problème. Jacques Foccart et Charles de Gaulle choisissent pour lui un vice-président, un certain Albert Bongo. Bongo devient rapidement le vrai leader et naturellement, c'est lui qui prend le pouvoir à la mort de Léon Mba. Ce que plusieurs ignorent, c'est que non seulement il a été choisi par les réseaux Foccart pour assurer un approvisionnement en pétrole à la France, mais encore plus, c'est littéralement un ancien agent des services secrets français. Voilà, la réalité dépasse la fiction. On surnomme le Gabon Foccarland tellement le pays agit comme base arrière des réseaux Foccart, des mercenaires français. On avait regardé une vidéo sur Ali Bongo qui en fait on a vu qu'on l'avait envoyé en France, tout ça, pour faire ses études. What? Albert Bongo, je pense c'est son père et c'était un ancien agent secret français. Chiche. Activités au Gabon. Ce sont les hommes de Bob Denard. Au fil des années, il participe à une foule d'interventions clandestines, de guerres civiles et de coups d'État un peu partout à travers l'Afrique. Pour le reste de sa vie, Albert, devenu Omar Bongo, organise l'extraction du pétrole gabonais au profit de la France, tout en détournant des milliards pour son bénéfice personnel. On apprendra plus tard que la pétrolière française Elf Aquitaine verse à Omar Bongo une prime secrète pour chaque baril de pétrole et chaque contrat. En fait, un cadre de la pétrolière confiera sous serment dans une enquête que l'entreprise versait environ 50 millions d'euros par année à Omar Bongo à travers des comptes suisses en échange de l'accès au gisement de pétrole. L'affaire Elf passe à l'histoire comme le plus gros scandale politico-financier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On découvre notamment... C'était une des raisons, je me sentais niqué en fait de... Oh, what's up, Mousse, ça fait longtemps, mon rêve. On apprend un peu sur l'histoire de la France-Afrique là. Mais c'est un truc que je me sentais niqué quand j'avais une voiture, de toujours payer du pétrole parce que tu sais qu'en fait tu finances des systèmes vraiment de gens qui n'ont aucune race, aucun respect, tu vois. Quand tu vois là l'histoire avec Elf, en gros, ils ont juste volé les ressources du Gabon, quoi. Simplement, purement et simplement. En Afrique francophone, des politiciens sont payés pour leur collaboration dans le trafic du pétrole. À la mort d'Omar Bongo en 2009, son propre fils Ali Bongo est nommé président après une élection truquée, toujours avec l'appui rétentissant des réseaux Foccart et l'endossement personnel. À ce qui paraît, ce gars, il a même pas réussi à avoir son bac. Genre, son père a dû payer pour qu'il ait son bac. Utile du bail. Le boug, il était mzi, il a voulu faire percer dans la musique et tout, il n'a pas réussi. Et bref, on a dû payer pour son bac et maintenant c'est lui le président, genre. De Nicolas Sarkozy. Le président Sarkozy reçoit Ali Bongo à l'Élysée. Il le décore discrètement grand officier de la Légion d'honneur pour souligner les services rendus à la France. Mais il est mort il n'y a pas longtemps, Ali plus Bongo. La famille Bongo a financé la campagne électorale de presque tous les présidents de la Ve République. Je pense qu'il est mort, De Gaulle, je suis pas Pompidou, sûr. Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, tous achetés avec des mallettes remplies à coups de millions. Dans un livre enquête sur le scandale des biens mal acquis, un conseiller gabonais affirme même que les remises d'argent ont lieu directement dans le bureau du président et qu'elles sont filmées par des caméras cachées afin de garder contre la France un redoutable moyen de pression. Ce système est donc une machine bien huilée. En échange de leur collaboration, les leaders africains sont payés à même les revenus des ressources. Et avec cet argent, ils retournent la faveur en finançant les politiciens français qui facilitent le système en question. Ainsi, sous le régime d'Ali Bongo, la drôle de relation privilégiée entre la France et le Gabon est perpétuée pendant encore plus de 10 ans. Pendant ce temps, les scandales s'accumulent, les gens en ont assez de la corruption et de la collusion. Puis, à l'été 2023, après une nouvelle élection pathétiquement frauduleuse, Ali Bongo tente de faire taire les critiques en coupant l'accès à Internet et aux médias. Cette fois, Ah non, Ali Bongo, il est toujours vivant alors. L'armée gabonaise choisit de le renverser dans un coup d'État. Ah voilà, c'est ça qu'il a. Immédiatement, on a pris son population pouvoir. célèbre dans les rues, ce que plusieurs appellent le vrai jour de l'indépendance. On a pris son pouvoir, ouais. On est derrière vous! On est derrière vous! Enfin, on a repris le pouvoir, théoriquement. C'est chaud, hein, les choses bougent. Hein. Non, tu peux voir qu'il y a des choses qui bougent en Afrique. Faut dire les termes. D'abord, la France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la sécurité. Ils condamnent toujours. Ils condamnent toujours quand ça nique leurs intérêts, en fait. Au Niger, ils condamnent. Au Burkina Faso, ils condamnent. Au Mali, ils condamnent. Mais si à un moment, c'est eux qui reprennent le pouvoir, là, ils vont dire la paix est revenue au Niger. Nous sommes très contents de pouvoir dire que les forces armées françaises ont pu rétablir la paix dans les pays. Gros, ils sont trop hypocrites à fou.
la situation sur place. Sans surprise, la France condamne le coup d'État et faisant preuve d'un culot et d'une hypocrisie sans pareil. Elle appelle à respecter les résultats de l'élection frauduleuse et à rétablir le régime dynastique des Bongo, au nom bien sûr de la... Ah ouais, Ali Bongo, il avait eu d'ailleurs... il y a une vidéo marrante. Il y a une vidéo marrante. Bon, c'est pas marrant, mais je voulais dire en premier lieu qu'il a eu une paralysie, tu vois. Donc, il doit toujours marcher avec une canne. Bon, ça, c'est pas... il faut pas rigoler du malheur des gens. Mais par contre, il y avait une vidéo où on l'avait, après le coup d'État, il y a une vidéo où il est filmé dans une de ses secondes résidences et il appelle à l'aide internationale pour qu'on vienne le remettre au pouvoir et tout. Et au final, on ne l'a pas calculé. Hein. Mais ça m'a fait rire cette vidéo. Prochain exemple choquant, le Congo-Brazzaville. Tout au long des années 80, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, le pays touche seulement 17% des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 55 ans de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent, pour le dire avantageux, des revenus de pétrole, alors que le reste revient aux intérêts français. Une entente extrêmement avantageuse, surtout lorsque comparée aux fameux 55 ans de plusieurs pays arabes. Pour le dire autrement, le Congo fait rire de lui. En conséquence, assez rapidement, les caisses de l'État se retrouvent complètement vides, la croissance est presque nulle et la dette s'accumule à une vitesse effarante. Lorsque l'URSS s'effondre au début des années 90, la situation empire. Le régime de Sassou Nguesso semble vulnérable. Ainsi, Elf Congo, la compagnie pétrolière française, appuie un remplacement. Pascal. Elf, c'est français, je savais pas que c'était français, mon ref. Lissouba. Encore une fois, on finance son élection à coups de mallettes remplies d'argent. Or, quand Lissouba arrive au pouvoir, l'économie est carrément au bord du gouffre. Les fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois, donc il demande à Elf Congo une avance de 200 millions sur les redevances pétrolières, ce que la compagnie refuse. En réponse, Lissouba se retourne contre la compagnie. Il augmente les redevances sur le pétrole et va chercher son argent près d'une autre pétrolière, une américaine du nom de Oxy, qui est plus qu'heureuse de fournir les fonds en échange d'un accès privilégié à 2 nouveaux gisements. C'est alors qu'entrent en scène les réseaux Focar. Avec l'aide de la pétrolière française et de la famille Bongo, ont choisi de se débarrasser de Pascal Lissouba afin de réinstaller au pouvoir l'ami de la France, Denis Sassou Nguesso. Secrètement, le premier Jacques Chirac le reçoit à l'Élysée accompagné de nul autre que Omar Bongo. Les réseaux Focar organisent la livraison d'armes pour équiper une organisation paramilitaire, les Cobras. Les armes arrivent par le Gabon, le Sénégal, l'Angola, parfois directement depuis Paris. Au moins 200 tonnes d'armement sont ainsi fournies aux fameux Cobras de Sassou Nguesso et rapidement, sans surprise, le pays est plongé dans une guerre civile sanglante. C'est la guerre du Congo. Wow. Ultimement, la guerre se solde avec la victoire de l'homme de la France, celui qui s'auto-proclame président, Denis Sassou Nguesso. Encore aujourd'hui, près de 45 ans après son arrivée au pouvoir, c'est toujours lui qui dirige le Congo-Brazzaville. Wesh, en fait c'est lui, ça fait plus long. 45 ans, gros. C'est 2 fois ma vie. Ça veut dire comme si de ma naissance jusqu'à maintenant, j'étais président et que encore de ma naissance jusqu'à maintenant, une deuxième fois, j'étais encore président. Wesh. Prochain exemple. La République centrafricaine et l'histoire incroyable de Jean Bédel Bokassa. Fin des années 50, le leader de la révolution centrafricaine et le père de l'indépendance du pays s'appelle Barthélemy Boganda. Boganda est un visionnaire qui veut créer avec d'autres pays africains les États-Unis d'Afrique latine. Il meurt dans un accident d'avion que plusieurs... C'est quoi ça, les États-Unis d'Afrique latine? Ça parle une langue... Qu'est-ce qu'il veut dire par latine? Une langue latine, comme le français, c'est une langue latine. Considère comme un assassinat des services secrets français. En fait, quand les enquêteurs trouvent des traces d'explosifs dans les débris, la France ordonne la censure du rapport et rapidement on installe au pouvoir un jeune dictateur de 29 ans, David Dacko. Évidemment, les ressources naturelles, notamment les mines d'uranium et de diamants, sont exploitées par les intérêts français et ce sont eux qui touchent... En vrai, il a une tête grave gentille, hein. Comme quoi la tête, ça veut pas tout dire, hein. Tu peux avoir une tête de gentil, mais en fait, tu peux être un escroc. Le plus gros des revenus, donc. L'État centrafricain demeure extrêmement pauvre et Dacko est de plus en plus impopulaire. Pour équilibrer la relation avec Paris, il se rapproche de la Chine, ce qui dérange énormément la France. Ainsi, quand il est renversé par un cousin, Jean Bédel Bokassa, Paris s'en réjouit, surtout que Bokassa est un partisan de la France, un ancien de l'armée française qui appelle De Gaulle « papa » et qui veut exempter les Français d'impôts. Bokassa s'allie avec la France, il est reçu à l'Élysée avec tous les honneurs et peu de temps... C'est trop grave ça, on vient de voir ce que De Gaulle il a fait, c'est une dinguerie. Ce qu'il a fait à la Guinée, je suis toujours choqué. Je suis toujours choqué de ce qu'il a fait à la Guinée. Donc la Guinée, ils ont dit non, nous on va pas faire la fausse indépendance comme les autres, on va organiser des vraies élections démocratiques. Et vos histoires là de soi-disant vous prenez toutes nos ressources et tout, on continue pas comme ça, on veut la vraie indépendance. C'est tout. Le gars il a dit ok. Le lendemain des élections et tout, ils ont ramené des troupes et tout, ils ont tout cassé. Et des trucs qu'il a dit, c'est des dingueries. Genre ils ont intercepté, je pense, ils avaient dit quoi, 4000 tonnes de riz en mode qui était censé nourrir la population, tu vois. Et il y avait un gars français, je sais plus son nom, ça c'est ce qu'on vient de voir, hein, qui a dit qui voulait supporter la Guinée et tout parce que c'est chaud. Et lui il a dit laisse ces Guinéens manger leurs cacahuètes et leurs bananes et tout. C'est De Gaulle qui a dit ça, frère.
Et imagine, toi, tu es président d'un pays africain, et tu es là, tu lui serres la main. Ah, respect, mon gars, t'es mon gars. Gros, non, ça veut dire que toi-même, tu t'aimes pas. C'est trop grave. Temps après, avec l'accord de Paris, il se déclare président à vie. La France peut bien résister, mais elle a peur que Bokassa se rapproche de l'ennemi juré des intérêts français en Afrique, Mouammar Kadhafi. Bokassa veut l'argent de Kadhafi, ainsi qu'une forme de contrepoids à l'influence française. En fait, il va même se convertir à l'islam pour plaire au colonel Kadhafi. Paris va laisser à Bokassa presque tout ce qu'il veut. Le président français, Valéry Giscard d'Estaing, est un ami personnel qui chasse sur les domaines de Bokassa. Quand ce dernier abolit la République pour créer l'Empire centrafricain et se couronner empereur Bokassa Ier, la France accepte de payer pour son couronnement avec l'argent des contribuables. Les images de l'événement sont si choquantes qu'elles font rapidement le tour du monde. La France est embarrassée, mais pire encore, les cadeaux à Bokassa ne changent rien dans son rapprochement avec Kadhafi. La France, qui combat les troupes de Kadhafi pour le contrôle d'un gisement de minerais près de la frontière avec le Tchad, commence à en avoir assez. On dirait des scouts, Kadhafi et Bokassa. Un émissaire du président français rencontre Bokassa pour le ramener à l'ordre. Mais ce dernier répond d'un coup de canne sur la tête du Français. Immédiatement après la rencontre à Paris, on ordonne aux services de renseignement de développer des scénarios pour renverser Bokassa et réinstaller au pouvoir nul autre que le bon vieux David Dacko. Le soir du 20 septembre 1900. T'as vu, ça c'est le genre de pote, il y a une embrouille, et il va aller chez l'un et chez l'autre pour dire des trucs mélangés, tu vois. Il va dire, ouais, lui, il a dit ça sur toi. Hein. Et puis il va dire, ouais, l'autre, il a dit ça sur toi. Hein. Et puis après, de toute façon, c'est lui qui va sortir gagnant. Vous deux de base, pardon. Les deux de base, c'est des chacals parce qu'ils font affaire avec la France sur le dos de l'Afrique. Mais ils supportent le gars qui se fait renverser. Puis après, l'autre, il commence à les déranger. Ils disent à l'autre qui s'est fait renverser avant, vas-y, en vrai, on va t'aider à revenir au pouvoir. Gros, ça c'est une attitude de serpent, frère. 1979, alors que Bokassa se trouve en Libye pour consacrer son rapprochement avec Kadhafi, la France passe à l'action. Et c'est le début de l'opération Barracuda. Des agents du service Action prennent le contrôle de l'aéroport de Bangui et font atterrir un régiment de parachutistes français. Bokassa est renversé, il dit qu'on l'a trahi, et seulement quelques jours plus tard, on comprend pourquoi. Quand on apprend que Valéry Giscard d'Estaing, le président français, a reçu de Bokassa de nombreux diamants à plusieurs occasions. L'affaire prend vite des dimensions énormes. On la surnomme l'affaire des diamants. Pendant des mois, le président Giscard d'Estaing est ridiculisé dans les médias. En fait, le scandale est tel qu'il joue un rôle névralgique dans l'élection subséquente d'un nouveau président socialiste, François Mitterrand. Parenthèse, des années plus tard, on apprit que Bokassa avait une raison plus d'en vouloir à Giscard d'Estaing lorsqu'il fut révélé que le président français entretenait pendant des années une relation secrète avec la femme de Bokassa, l'impératrice Catherine. Il déclare à un journaliste, « Giscard, il m'a piqué ma femme, il m'a piqué l'impératrice Catherine, ça se fait pas. » Bref, François Mitterrand arrive au pouvoir. Est-ce que c'est vrai ça? Et ça, c'est le manque de respect le plus high que tu peux imaginer, frère. Il a pris sa femme à fond. Les Français expriment leur désir d'une relation plus équilibrée avec l'Afrique. Le ministre responsable est alors Jean-Pierre Coote. Il dit vouloir changer les choses et forcer les pays à se démocratiser pour avoir droit à de l'aide française. Évidemment, il ne fait pas long feu. Ce sont les leaders africains eux-mêmes, menés par Omar Bongo, qui exigent qu'on s'en débarrasse. Il semble que le système lui-même refuse de mourir. En 1986, quand Jacques Chirac devient Premier ministre, il ramène aux affaires nul autre que Jacques Foccart, au grand bonheur des marionnettes de la France-Afrique. D'ailleurs, ces leaders complices de la France sont tous anxieux dans les années 80 face à la montée d'un révolutionnaire burkinabé aux idées qu'ils trouvent dangereuses, un certain Thomas Sankara. Dans son fameux discours de la dette, il dénonce l'exploitation financière de l'Afrique par les grandes puissances. Il demande l'annulation des dettes africaines. Moins de 3 mois plus tard, octobre 1987, Sankara est assassiné par Blaise Compaoré, qui dirige le Burkina pendant 27 ans. Jusqu'à 2014, quand des manifestants... Mais c'est ça qui est dommage, c'est surtout qu'ils sont venus au pouvoir ensemble, en fait. Lui et Compaoré. C'est chaud parce qu'ils avaient des idéaux, ils partageaient des idéaux, tu vois. Et le fait que lui, il est assassiné, tu te dis, mais en fait, tu peux faire confiance à personne, gros. Manifestation massive le force à prendre la fuite dans un avion français. On lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non, nous on dit non, on en a marre. Après le départ de Compaoré, Thomas Sankara devient un véritable héros national, reconnu comme le père de la révolution burkinabé. Évidemment, depuis ce moment, le méchant Burkina Faso est présenté comme un pays rebelle qui doit être dompté. La réalité, c'est qu'on pourrait présenter des exemples de la sorte pendant des heures, car depuis la naissance de la Ve République, aucun des présidents français n'a véritablement remis en cause le système de la France-Afrique. En fait, ce qui transforme le plus la relation avec l'Afrique à travers les années, c'est surtout l'évolution du contexte international. Au début des années 90, avec la chute de l'URSS, il devient difficile de brandir la menace communiste pour justifier la France-Afrique. La mode est à la démocratie un peu partout en Afrique francophone. Pour la première fois, on doit organiser de vraies élections. Or, après des années à exercer un pouvoir incontesté sur leur territoire respectif, plusieurs gouvernements cherchent à entraver le processus électoral. Et très souvent, la
France tente elle aussi de protéger ses joueurs. En Algérie, par exemple, des militants islamistes qui se sont battus contre les soviétiques en Afghanistan sont rentrés au pays et maintenant ils veulent se présenter aux élections. Étant opposés à la guerre du Golfe et qualifiant le gouvernement en place de parti de la France, leur discours plaît beaucoup à une frange de la population algérienne, mais il déplaît profondément à Paris. Les médias français prennent position. Dans le magazine Le Point, on surnomme Abbassi Madani, le chef du FIS, l'homme qui fait peur à la France. On dit qu'il cherche à établir un bastion de l'islam en Algérie. Ça, c'est l'islam qui fait peur. C'est une référence à une vidéo où ils font une caricature de Chalbeni. Ah non, ça, c'est l'islam qu'on n'aime pas. Ça, c'est l'islam qui fait peur. Quand il devient évident que les islamistes sont sur le point de gagner les élections, le gouvernement stoppe le processus, bannit le FIS et arrête des milliers de ses membres. Sans surprise, les militants exclus du processus démocratique se résignent à prendre les armes. Ils créent le GIA, le groupe islamique armé, et peu de temps après, le MEI, le mouvement pour un État islamique. Les attentats se multiplient, le pays plonge dans la guerre civile et c'est le début de ce que les Algériens appellent la décennie noire. Alors, la réalité que tous ignorent à ce moment, c'est qu'en fait, c'est aussi le début de quelque chose de beaucoup plus gros. Forcés de se replier dans le désert du Sahara, les islamistes algériens se font des amis, notamment au Mali et au Niger. Ils développent des réseaux et rapidement le courant islamiste a des assises dans presque toute la région du Sahel. Alors, à ce moment, malgré leur influence, les groupes armés islamistes ne sont pas vraiment une menace sérieuse au Sahel. Ils commettent des vols, des enlèvements, mais somme toute leurs moyens financiers et matériels sont relativement limités. En fait, les vrais problèmes commencent autour de 2011. Lorsqu'arrive le printemps arabe, l'Occident voit l'opportunité parfaite de se débarrasser, une fois pour toutes, de Mouammar Kadhafi. La France organise les rebelles libyens en groupes paramilitaires et secrètement, on leur promet la reconnaissance diplomatique s'ils renversent Kadhafi, en échange de 35% du pétrole libyen. Les rebelles sont facilement vaincus par l'armée de Kadhafi, mais c'est vraiment une économie de guerre. C'est une économie, la guerre, c'est des investissements en fait. Tu investis dans des guerres pour avoir de l'argent en fait. C'est de l'impérialisme moderne caché, hein. Mais c'est bien au moins que j'apprenne les vrais faits, tu vois, qu'on se renseigne. Mais l'OTAN détourne un mandat de l'ONU pour bombarder directement la Libye. Kadhafi tombe. On installe un collaborateur de la CIA à la tête du pays, Khalifa Haftar. Beaucoup de Libyens restent fidèles à Kadhafi, même après sa mort, donc le pays plonge dans une guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Dans sa chute, l'armée de Kadhafi laisse derrière des dizaines de milliers d'hommes, désormais sans emploi et surtout des quantités incroyables d'armements et d'équipements militaires. Les gouvernements de la région s'inquiètent de voir les armes tomber entre les mains de rebelles ou de djihadistes. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se produit. L'arsenal se retrouve entre les mains d'une multitude de groupes armés. Pire, des milliers de vétérans de Kadhafi sont en fait des Touaregs originaires du nord du Mali. Lorsque Kadhafi est renversé, les Touaregs prennent toutes les armes qu'ils peuvent emporter avec eux et retournent au Mali afin de fonder le Mouvement National de Libération de l'Azawad, ou MNLA. Ainsi, moins de 90 jours après la chute de Kadhafi, et en conséquence directe de cet événement, les Touaregs forment une alliance avec des groupes islamistes et déclenchent ce qu'on appellera bientôt la guerre du Mali. Dès le départ, près de la moitié de l'armée malienne retourne sa veste et rejoint les indépendantistes. Plusieurs n'ont simplement pas de loyauté envers un gouvernement central qu'ils voient comme inefficace et corrompu. Ils marchent sur le nord, presque sans résistance. Bientôt, ils contrôlent l'entièreté ou presque du territoire qu'ils réclament. Après avoir soutenu les Touaregs dans leur lutte, les djihadistes veulent maintenant imposer une version stricte de la charia, ce que refusent les Touaregs. Et rapidement, un conflit éclate entre les deux factions. Les Touaregs sont expulsés par les islamistes qui se retrouvent en contrôle de tout le nord du Mali. Bientôt, ils sont aux portes de la capitale. Le gouvernement malien est au bord de l'effondrement et la France commence à paniquer. Car la différence des Touaregs, les ambitions des islamistes dépassent largement le Mali. Ils occupent une partie de la Libye, de l'Algérie, du Niger, du Nigeria et du Burkina. Si les intérêts de la France sont relativement limités au Mali, ils sont considérables ailleurs, notamment au Niger, où les fameuses mines d'uranium fournissent alors 30% de l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises. Il faut donc à tout prix empêcher les islamistes de prendre le Mali afin d'éviter un effet domino à travers la région. Début 2013, la France annonce le lancement de l'opération Serval, une intervention militaire in extremis pour empêcher la chute du gouvernement malien. Pour reprendre le nord et déloger les djihadistes, la France fait appel à nul autre que les rebelles Touaregs du MNLA. Ces mêmes Touaregs ayant déclenché la guerre du Mali seulement quelques mois plus tôt pour ensuite s'embrouiller avec les islamistes. Ça fonctionne à merveille. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. En quelques mois, les djihadistes sont battus. Or, le problème, c'est que cette collaboration entre Paris et les rebelles Touaregs provoque la colère de la population malienne. On dit que ce sont des terroristes et qu'ils devraient être combattus à juste titre. L'ambassadeur français Christian Rouillet s'oppose à cette collaboration, mais il est démis de ses fonctions et rappelé à Paris. Discrètement, la France organise des négociations avec les Touaregs afin que l'Azawad devienne une région autonome. Au Mali, plusieurs se sentent carrément trahis, non seulement par la France, mais par leur propre président. Les manifestations éclatent, les gens sont de plus en plus hostiles à la présence française. Certains questionnent les motifs et croient que le djihadisme n'est en fait qu'un prétexte pour occuper le pays. Le président est vu comme un complice, un subordonné de la France qui facilite le morcellement du pays au profit des Touaregs. Dans la presse malienne, on affirme que Paris a une entente secrète avec les rebelles pour le contrôle sur le pétrole du Nord. Une chose est sûre, c'est le sentiment anti-français de plus en plus fort. Pour l'instant, les djihadistes font seulement continuer leurs activités dans les pays voisins. Ainsi, la France remplace l'opération Serval par l'opération Barkhane, cette fois avec un mandat beaucoup plus large couvrant la région tout entière. Pour plusieurs, le dispositif déployé par la France est tout simplement démesuré. C'est un film d'action, c'est un film d'agent secret, gros. Les djihadistes sont environ 2 ou 3 000 au maximum. Pourtant, la mission s'éternise.
Conséquemment, le même sentiment anti-français gagne rapidement les pays environnants comme le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. D'après une enquête d'opinion au Niger par un groupe de recherche indépendant, nombre de Nigériens estiment que la France ne pense Ah, c'est un groupe belge, ça. Groupe de recherche indépendant. Ça vient de la Wallonie-Bruxelles. Nombre de Nigériens estiment que la France ne pense qu'à ses propres intérêts, que les Français et Américains normal. mentiraient sur les raisons de leur présence, C'est ça, allant jusqu'à l'impérialisme, entretenir une violence servant leurs intérêts. Pour certains, la France n'est là que pour protéger ses amis. Et c'est ainsi que la table est mise pour des événements. Eh, mais il faut dire la vérité. Il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas d'amis. En business, il n'y a pas d'amis, frère. Je trouve que c'est un truc de chien. Le monde, il me dégoûte. Hein. Le monde, il me dégoûte au plus haut point. Mais il n'y a pas d'amis. En politique, en économie, il n'y a pas d'amis. Bien sûr qu'ils sont là pour leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'il faut avoir gérer une mentalité minimum gagnant-gagnant, mais en tout cas méfiante en tous les cas. Parce que si quelqu'un peut te dribbler, il va te dribbler, frère. Les événements du Sahel qui attirent aujourd'hui l'attention du monde entier. C'est pas les amis, c'est les amis de personne. Les militaires exaspérés organisent un coup d'État et renversent l'allié de la France. Rapidement, plusieurs s'en inspirent et renversent eux aussi le pouvoir en place. Après le Mali, c'est au tour de la Guinée, un autre proche de la France qui est renversé après plusieurs élections truquées. Puis c'est le Burkina Faso, le Niger et enfin le Gabon de la famille Bongo. Le chapeau de cartes de la France-Afrique s'effondre. Après des années assurer un contrôle quasi total sur ses anciennes colonies, la position de la France en Afrique se retrouve plus menacée que jamais. Pour Emmanuel Macron, qui promettait la fin de la France-Afrique, c'est un moment critique, un véritable rendez-vous avec l'histoire. Quand la France a menacé d'envahir le Niger, immédiatement le Burkina et le Mali ont prévenu qu'ils viendraient à sa défense. Récemment, ils ont créé une nouvelle alliance militaire pour se défendre collectivement contre toute agression externe. C'est gigantesque. Mais surtout, c'est très évocateur de la L'alliance des motivation États réelle derrière ce mouvement. Eh, mais donc c'est nouvelle récent coalition et cette vidéo l'effondrement en de la fait. dynastie Bongo au Gabon devient limpide que la véritable cause du soulèvement actuel à travers l'Afrique dépasse largement le djihadisme et la lutte religieuse. Plutôt, c'est la poursuite du mouvement d'indépendance amorcé au cours des années 60 mais jamais réellement achevé, puisque systématiquement manipulé par les intérêts étrangers. Bien sûr, on peut choisir de voir l'Afrique à travers le prisme de conflits géopolitiques impliquant la Russie et la Chine dans un grand combat contre l'Occident. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et quand on réfléchit de la sorte, on ignore carrément la volonté bien réelle des pays africains eux-mêmes. Chers amis, comprenons bien que ce sont des acteurs politiques lucides. Et ainsi, soyons parfaitement conscients que l'appel de l'Afrique à la Russie, à la Chine, est loin d'être une manœuvre enthousiaste. Eh bien, une tactique résignée et défensive, un mal jugé nécessaire pour enfin briser le cycle de la dépendance envers Paris. Quand ceux qui remettent en doute l'asservissement sont systématiquement punis, déstabilisés, assassinés et remplacés, on crée un monde dans lequel les seuls qui sont autorisés à diriger sont forcément des collaborateurs et des usurpateurs. L'asservissement est donc le prix de la stabilité. Comment s'étonner que se produisent des coups d'État quand on confisque l'option de la démocratie au peuple qui désire devenir libre? Comment voir dans ces coups d'État autre chose que l'expression la plus flagrante d'un rejet déterminé de la France-Afrique et de tout ce qui vient avec? La porte de la liberté est verrouillée à double tour depuis des centaines d'années. Il est normal que certains s'exaspèrent et finissent par l'enfoncer. Combien d'élections doivent encore truquer les Bongo, Biya, Sassou Nguesso de ce monde pour qu'on les considère enfin comme des adversaires de la démocratie? J'entends déjà certains me balancer que je suis contre l'Occident, que je préfère la Chine ou la Russie. La dissonance cognitive trouve toujours un prétexte de rejeter ce qui nous choque. Mais justement, si c'était la Chine, la Russie, on se lancerait sur les murs pour que ça s'arrête. Mais quand c'est nous, il ne faudrait surtout pas nommer le problème. Si je critique l'Occident, c'est parce que malgré le sentiment de honte qu'on puisse ressentir, la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous n'a consenti explicitement à ce que nos gouvernements agissent de la sorte. Et je crois sincèrement que si le récit officiel n'était pas aussi contaminé par les demi-vérités et le mensonge... Hey, en fait, il est fort, hein. Mohamed Bazoum. Ah non, c'est pas Mohamed Bazoum, c'est celui avant. C'est pas Mahamadou. J'ai oublié son nom. En tout cas, c'est celui qui a battu Mahamadou, je pense. Mais c'est Issoufou, je sais plus. En tout cas, c'est le Niger. Mais purée, c'est chaud, gros. Et déterminé à ce que ça s'arrête. Si, parfois se regarder dans le miroir avec une honnêteté brutale et avoir honte de ce qu'on a devant nous, c'est le plus beau geste d'amour-propre. Voilà exactement pourquoi. Mais je me demande vraiment, parce que moi aussi, je suis en mode... je suis comme ça, je dis ouais... ouais, ce que l'Europe fait, c'est mal et tout, faut que l'Afrique soit indépendante et tout, mais je me dis, moi, tout le confort que j'ai eu depuis mon enfance, c'est grâce à ce système européen, elle est très agressif, tu vois, genre, c'est le système d'Europe qui exploite beaucoup de gens à travers le monde qui m'a permis d'avoir tout ce que j'ai eu, tu vois. Et je me dis, s'il n'y avait pas ça, à quoi ressemblerait le monde? Ça, c'est vraiment une question, c'est si il y avait une certaine équité à travers le monde, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Est-ce que le monde serait beau? J'aimerais bien voir ce monde en vrai, tu vois. Mais c'est sûr qu'on aurait moins. Ça, il faut l'admettre et ça, il faut l'accepter. Parce que là, il y a tellement d'écart de richesse que nous, en tout cas moi en Europe, même si je fais partie de la classe moyenne,
Je sais que je fais partie des gens les plus riches du monde quand tu y réfléchis, tu vois. Parce qu'on a accès à des choses qui sont inimaginables pour d'autres. Et si c'était vraiment un monde égal, est-ce que j'aurais accès à tout ça? Après, est-ce que c'est ça qui me rend heureux? Bonne question. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pourquoi raconter l'histoire entière du colonialisme français pour comprendre les événements récents en Afrique? Vous voyez maintenant comme moi que tout ça est directement relié. On aurait été malhonnête et profondément irrespectueux de faire autrement. Car l'histoire de la France-Afrique, ça n'appartient pas aux années 60 ou 80. C'est une histoire qui se poursuit toujours aujourd'hui. Les systèmes, les méthodes et même certains leaders sont toujours en place. Ces grands démocrates qu'on applaudit avec une larme aux yeux pour avoir truqué une élection de plus. On les décore, on les honore, on les arme, on les excuse, on les cajole. Plus hypocrite encore, on force le monde entier à jouer dans cette mauvaise pièce de théâtre dans laquelle ces imposteurs dirigent en fait des gouvernements respectables et légitimes. Que tous ceux qui veulent la liberté la prennent. Du Congo jusqu'au Nil, de Bangui jusqu'à Bamako. Et si on leur refuse la clé, ils enfoncent la porte. C'était Benjamin Tremblay, et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Tout se consume sur ma maison, sur mon chemin, sur ma ville, sur mon destin, sur mon pays. Intéressant. En vrai, de vrai, même si ça critiquait un peu 7 jours sur Terre, je dois admettre que c'est bien, hein. Je dois admettre que c'est du bon boulot, hein. Peut-être que c'est parce que j'ai pas assez de connaissances. Peut-être qu'il a dit des choses qui n'étaient pas correctes. Mais je trouve que c'est du bon boulot ce qu'il fait. I gotta be honest. Je dois être honnête, hein. Je dois être honnête, je respecte le travail. Bon, il me semble que le live, là, ça commence à faire un petit temps qu'il a commencé. Donc, on va terminer. On se dit à la prochaine. Samedi, 22h minuit. On s'attrape la grande famille. Ciao. Allez, bye bye.